libération du Québec. Manifeste. Le Front de libération du Québec n'est pas le Messie, ni un Robin des Bois des temps modernes. Mais la réponse à une agression, celle organisée par la haute finance, par l'entremise des marionnettes des gouvernements fédéral et provincial. Le gouvernement du Canada a décidé de proclamer la loi sur les mesures de guerre. La loi sur les mesures de guerre accorde... Alors, Fred Savard avec vous pour ce deuxième épisode de la balado de Fred Savard. J'ai commencé cet épisode avec un extrait du formidable album de René Lucier, Trésor de la langue. Album réalisé en 89 sur toutes les intonations de la langue française, qu'il a musicalisé, si on peut dire. Et il y a quelques extraits, entre autres, sur le manifeste lu par Gaétan Montreuil de la crise d'octobre. Évidemment, on est en pleine semaine de commémoration de la crise d'octobre. Je ne vous dis pas qu'on va en parler beaucoup dans cet épisode-ci. Cela dit, je suis en train de lire le livre de Louis Fournier, FLQ, Histoire d'un mouvement clandestin. C'est la troisième édition la troisième réédition, en fait, qui a été lancée cette semaine. J'étais allé acheter le livre. J'avais jamais lu ce livre-là. Et c'est comme un peu la Bible de l'histoire du FLQ. Puis j'espère pouvoir inviter M. Fournier à venir en jaser à la balado. Évidemment, tous les médias le font présentement. Fait qu'on va faire comme d'habitude ici. On va attendre un peu. On va laisser tout ce flonflon retomber. Puis on va pouvoir peut-être avoir une entrevue avec lui pour parler du FLQ et de ses implications. Parce qu'il reste qu'aujourd'hui, cette semaine, entre autres, ça a rebondi dans l'actualité. On a demandé, entre autres, à Justin Trudeau s'il allait s'excuser pour les arrestations arbitraires de son papa Pierre Elliott, grâce à la loi des mesures de guerre en 1970. Il est allé à tout un matin, entre autres, avec Maxime Coutier, et qui l'a un peu talonné, et non, et même qui est allé plus loin que ça. Il a un peu prêté foi à la crédibilité de cette thèse qui, depuis, a été complètement détruite. À l'époque, un gouvernement parallèle était sur le point de se former, avec René Lévesque à sa tête, Jacques Parizeau, Marcel Pépin, le syndicaliste, et Claude Ryan, qui était à l'époque directeur du Devoir. C'était la rumeur. En fait, c'était une fausse rumeur qui a été ébruitée par l'entourage de Pierre Elliott Trudeau à un journaliste, Peter Newman. Et c'est comme ça que cette idée-là, ce mythe-là a pris de l'ampleur, et après ça, le gouvernement fédéral s'en est servi pour justifier l'instauration des mesures de guerre. Et là, aujourd'hui, on se demande si Justin Trudeau va s'excuser auprès des Québécois arrêtés, les 500 Québécois, près de 500 Québécois arrêtés sans mandat, détenus aussi sans accusation. Et je pense qu'on est dans le symbole plus que d'autres choses aujourd'hui. La situation du Québec a changé. La situation socio-économique, entre autres, par rapport au contexte des années 60. Mais je trouve ça quand même bien qu'on recommence à en parler parce qu'il n'y a pas si longtemps, entre autres, je me rappelle au début des années 2000 avec les apartistes, où on avait les deux mains dans l'actualité, dans l'histoire du Québec, entre autres, de façon quotidienne. Et le rapport avec la crise d'octobre n'était pas le même. En tout cas, on en parlait moins, on dirait, où c'était plus la gauche, plus radicale, entre guillemets, qui le faisait peut-être. Mais là, c'est revenu évidemment avec le 50e anniversaire de la commémoration des événements. Justin Trudeau, évidemment, c'est justifié parce que c'est l'héritage de ne pas vouloir s'excuser, parce que il dit qu'en faisant ça, on oublie les victimes, on oublie Pierre Laporte. Les victimes, entre autres, il faut quand même le dire qu'il y a des felkistes qui ont été qui sont morts aussi par opération policière, des fois par négligence criminelle, mais il y a des victimes innocentes, évidemment, il y a des civils, et c'est tout à fait déplorable, mais il y a aussi des felkistes qui sont parmi les victimes, je pense que c'est les 10 personnes qui sont décédées en tout des événements de la crise d'octobre. Et selon Justin Trudeau, ça serait de ne pas honorer leur mémoire que de s'excuser auprès des 500 personnes arrêtées. Comme si, dans le fond, le sous-thème derrière ça, c'est que ces personnes-là seraient... ils seraient coupables. Dans le fond, ils seraient coupables par association, les personnes arrêtées, puis il ne faudrait pas s'excuser. Et évidemment, on le demande à Justin Trudeau parce qu'il s'est tellement excusé depuis le début de son mandat, et souvent il rajoutait des larmes, s'est excusé auprès des Japonais. Des Japonais qui étaient au Canada, qui ont été incarcérés pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais en même temps, il y a probablement des soldats japonais qui ont tué des soldats canadiens. Alors, si on respecte la logique de Justin Trudeau, il n'aurait pas fallu s'excuser à ces gens-là parce que ça aurait sali la mémoire des soldats canadiens. Il s'est excusé auprès des Autochtones, ça on le sait, et on pourrait dire, oui, mais ce sont ces mêmes Autochtones qui ont torturé notre bon jésuite Jean de Brébeuf.
Fait que vous voyez, on peut étirer la logique très, 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 très longtemps. Mais bon, je pense pas qu'on va avoir d'excuses, mais ça ne nous empêchera pas de dormir nécessairement. Cela dit, c'est drôle parce que je faisais le parallèle à... En fait, la commémoration des événements de la crise d'octobre et surtout le contexte socio-économique des Canadiens français dans les années... Là, je dis vraiment Canadiens français parce que je pense que le terme québécois existait déjà, mais au sein du Canada, les francophones étaient discriminés de façon systémique quand on regarde les indicateurs. 35% d'écart de revenus entre les francophones et les anglophones. Taux de chômage beaucoup plus élevé chez les francophones que chez les anglophones. Sur l'échelle salariale, sur 14 groupes distincts ethno-culturels, appelez-les comme vous voulez, les Canadiens français arrivaient 12e, devançaient seulement les Italiens et les Autochtones. Et aujourd'hui, on demande à François Legault, entre autres, de reconnaître le racisme systémique et il refuse de le faire. Et je trouve que c'est quand même... il y a un parallèle à faire, en fait, avec les événements d'octobre. Bon, François refuse... Appelons-le François, il appelle tout son entourage par leur prénom. Alors appelons-le François. François refuse le terme de racisme systémique. Là, je pense quand même que ça... Il y a peut-être un certain progrès. Il paraît que ça brasse vraiment beaucoup au caucus de la CAQ sur le sujet. Il y a des ministres, il y a des députés qui aimeraient qu'on arrête de niaiser avec ça puis qu'on reconnaisse le racisme systémique. En fait, François Legault serait prêt à reconnaître que les Autochtones souffrent de discrimination systémique, mais pas les autres groupes, par exemple les Noirs ou les musulmans. Là, on a appris ce matin que Sylvie Damour allait être dégommée au profit de Yann Lafrenière, qui la remplacerait. Moi, Yann Lafrenière, on peut donner une chance au coureur, mais moi, Yann Lafrenière, on se rappelle que Yann Lafrenière, c'était le porte-parole de la police de Montréal en 2012, au Printemps érable, qui était extrêmement désagréable, ce personnage. Évidemment, on a tous le droit à une rédemption. Je ne sais pas si aujourd'hui, c'est la même personne, mais j'ai hâte de voir le rapport qu'il pourra développer avec les nations autochtones. Parce que je comprends là, qu'il y avait une mission puis qu'il fallait qu'il s'insère dans la hiérarchie et dans toute la culture toxique que peut être parfois les services policiers en temps de crise, mais j'ai bien hâte de voir comment ça va se dérouler avec les nations autochtones. Cela dit, les partis d'opposition aussi mettent de la pression sur François Legault, Dominique Anglade qui dénonce aussi les tergiversations du gouvernement. Cela dit, Dominique Anglade, elle ne demande pas d'excuses de Justin Trudeau sur Octobre 70, elle demande des excuses du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal. Alors ça, c'est quand même rigolo. Ce serait drôle que tous les partis politiques, incluant le Parti québécois, s'excusent auprès des Québécois pour les événements causés, entre autres, par une loi qui a été adoptée au fédéral pour détruire le nationalisme québécois, entre autres. Mais bon. Québec solidaire, évidemment, trouve que ça n'a pas de bon sens de faire du cherry picking, en fait, je pense qu'on peut le dire comme ça, de décider qu'une clientèle ou un groupe en particulier souffre de discrimination, mais pas l'autre. C'est ça qui est fou, c'est la peur de François que les Québécois passent pour des racistes, puis qu'on est un peuple accueillant, puis qu'on est un peuple fin, puis qu'on est un peuple qui aime tout le monde, puis mon Dieu que je suis tanné de cette espèce de vision gna-gna. On est des adultes. Ça serait le fun qu'on aille parfois des politiciens adultes. C'est drôle, on parle de la crise d'octobre, puis moi, j'ai pas connu la crise d'octobre, évidemment. Cela dit, il paraît que mes parents m'ont déjà dit que j'étais conçu le week-end où les mesures de guerre ont été... la loi des mesures de guerre a été adoptée, qui sont partis dans les Laurentides faire le Grand Mambo. Et quand ils sont revenus, il y avait des barrages policiers et il y avait l'armée. Alors, ceci expliquant cela, c'est peut-être pour ça que... je suis si accro à l'actualité, entre autres. Mais tout ça pour dire que je suis assez vieux pour avoir vécu la période où, au fédéral, on avait Pierre-Éliott Trudeau et au provincial, on avait entre autres René Lévesque, Robert Bourassa, des politiciens doublés d'intellectuels ou en tout cas de gens avec une hauteur d'esprit qui, je trouvais, inspirait la collectivité, alors qu'aujourd'hui, on regarde Justin Trudeau, qui est une espèce de pastiche de premier ministre qui ne dit que du vent dans les deux langues officielles. Et on a aussi François Legault qui est un bon papa, qui nous parle, puis que les Québécois, on est donc capables, puis qu'on est gentil, puis qu'on n'aime pas ça, la chicane, puis ce serait le fun de s'élever un petit peu plus loin. Cela dit, non, il y a vraiment du progrès parce que
François Legault, il ne sait pas, mais il comprend la notion de discrimination systémique. L'État a le devoir d'offrir la même dignité, le même respect à tout le monde, peu importe son origine, peu importe son sexe, peu importe la couleur de sa peau. Tout le monde a le droit au respect. Donc aujourd'hui, je veux, au nom de l'État québécois, offrir mes excuses à la famille, aux proches et à la communauté de Joyce et Chacan. Il y a quand même du progrès. Ce qu'il vient de décrire, c'est pas mal ça, la discrimination systémique. C'est le système, les éléments du système qui, de façon structurelle, défavorisent une clientèle ou un groupe déterminé. Alors, je pense qu'on va y arriver un jour. Cela dit, c'est ça, le petit ton gnangnan des fois de François Legault, moi, je trouvais que cette semaine, entre autres, il était bien illustré par cette déclaration. Donc, je pense que les Québécois sont capables de faire un effort encore un effort. De sensibiliser ceux qui sont encore racistes et de répéter qu'on est tous les êtres humains égaux. Ouais, fait que ça serait comme ça qu'on pourrait peut-être tout simplement régler le racisme au Québec. C'est aller voir des racistes. Hein? Hey, toi, Steve, arrête de dire que les Noirs sont pas fins. Ils sont fins. Nous sommes tous égaux. Et magiquement, le racisme pourrait tout simplement s'évanouir. Les taux de chômage des populations d'origine musulmane, d'origine arabe pourraient redevenir équivalents au taux de chômage chez les Blancs, entre autres, le taux de diplomation. Ouais, alors, cela dit, il y a eu un petit moment cocasse cette semaine qu'il n'était pas, mais M. Legault, François, a tenté de mettre un peu de human interest dans tout ça en nous parlant de son arrière-grand-mère. Je vous donne mon exemple. Moi, j'ai une de mes arrière-grand-mères, arrière-grand-mère, qui s'appelle Marie Mitewi Migou Kou, donc qui était algonquine. Et il y en a beaucoup de Québécois comme ça aussi qui sont mélangés. Oui, beaucoup de Québécois qui sont mélangés à plein de niveaux. Mais, mon Dieu, c'est un petit peu malaisant. On va le réentendre. Juste pour bien assimiler ce nom. Marie Mitewi Migou Kou. Tout le monde ensemble. Marie Mitewi Migou Kou. Alors, une famille tissée serrée, hein, on peut se le dire. Voilà. Alors, un petit mot sur la COVID. On n'a pas le choix d'en parler. On n'en parlera pas trop dans cet épisode, je vous le promets. Mais bon, on le sait. Cette semaine, entre autres, il y a eu... C'est drôle, ça m'a fait penser l'épisode... Je pense que je vais remettre l'entrevue qu'on avait fait avec Stéphane Roche. Vous vous rappelez sûrement de Stéphane Roche, qui était professeur à l'Université Laval, géographe, ingénieur, et qui avait de grandes réserves sur l'utilisation de l'application du gouvernement fédéral sur la COVID. Et d'ailleurs, il y a eu une consultation, commission parlementaire sur le sujet au printemps, on s'en rappelle, et Stéphane Roche avait été un de ceux qui avait déposé un mémoire, un des 18 mémoires, sur les réserves. En fait, sur les 18 mémoires déposées, 16 mémoires émettaient des réserves et vous disait carrément que l'application n'était pas efficace. Et là, évidemment, le gouvernement est en train d'un peu perdre le contrôle, entre autres avec le traçage, et a décidé, malgré le fait qu'à l'époque, ils avaient décidé de pas aller de l'avant, ils ont décidé de la recommander. Et là, ils ont demandé à des vedettes, Julie Schneider, Marie-Mé, de dire à leur clientèle d'installer l'application. J'ai toujours pas reçu le texto de Marie-Mé. Moi, j'ai un vieux téléphone, j'ai un iPhone 6 et je crois que ça ne fonctionne pas, malheureusement. Ah, flûte! Je ne pourrais pas installer cette application. Cela dit, il n'y a aucune étude pour l'instant qui démontre que cette technologie-là, entre autres le Bluetooth, la distanciation que ça demande, ou en fait la non-distanciation que ça demande pour être précis, en tout cas, c'est beaucoup de réserves. Des 16 experts sur 18 qui ont déposé des mémoires. Alors, on va remettre, je pense, cette semaine, l'entrevue avec Stéphane Roche, qui date du printemps dernier, pour mieux se faire une tête. Mais voilà. On se rappelle, c'est drôle parce que Stéphane Roche a écrit un texte dans Le Soleil cette semaine pour rappeler au gouvernement les travaux des experts. Parce que
cette commission était séparée en 2 volets. Il y avait le volet « On demande aux citoyens » et « On demande aux experts ». Ils ont commencé par demander aux citoyens et est ressorti de ça que 76% des Québécois étaient d'accord pour installer ce type d'application. Et après ça, la deuxième partie, là, c'est les experts qui sont arrivés avec leur mémoire et la grande majorité émettait des réserves et disait qu'il n'y a aucune étude dans le monde présentement qui démontre que où cette application-là a été utilisée, il y a eu des effets réels. Alors, on peut se poser la question parce qu'évidemment, il y a toutes sortes de questions, entre autres d'éthique et de sécurité des données qui sont reliées à ce type d'études-là, donc de l'application-là. Donc, on va remettre l'intégrale de cette entrevue-là en circulation cette semaine pour nourrir notre réflexion. Un petit mot sur Donald Trump, évidemment. J'en parlerai pas longtemps non plus. Que dire? C'est drôle parce que, bon, quand il est sorti de l'hôpital, ses traitements n'étaient pas finis et ça paraissait. Et c'est drôle parce que là, je vais vous faire une petite tranche de vie. Je vais faire comme François. Je vais parler pas de ma famille, mais de moi. Mais ça m'a rappelé mes belles années d'asthme à l'Hôtel-Dieu de Montréal, à une époque où je fumais comme un pompier, que j'avais des chats auxquels j'étais allergique. Et effectivement, je me rappelle d'avoir fait de sévères crises d'asthme à un point tel d'être hospitalisé et de sortir trop tôt et de chercher mon air, comme on a vu sur certaines vidéos de Donald Trump. Et surtout, l'asthme, quand le Ventolin ne fonctionne plus, c'est la cortisone qui est utilisée. Vous pouvez la prendre en comprimé, mais vous ne pouvez pas prendre ça longtemps. C'est peut-être une semaine, 10 jours max. Ou quand vous êtes vraiment, vraiment malade et que vous êtes à l'hôpital, c'est en intraveineuse, tout simplement. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a un effet euphorisant, il y a un surcroît d'énergie qui afflue dans vos veines. Et ça m'a fait penser, c'est ça. à mes belles années d'asthmatique quand j'ai vu Donald Trump. Cela dit, cette semaine, on a vu aussi ce complot, cette histoire hallucinante de ces 13 hommes liés à un groupe d'extrême droite américains qui ont été arrêtés par le FBI, qui est en train de préparer un kidnapping, en fait, de la gouverneure démocrate du Michigan, Gretchen Whitmer. On se rappelle que c'est au Michigan, entre autres, où au printemps dernier, quand la COVID a frappé les États-Unis, où les mesures de confinement ont été les plus sévères, et Donald Trump, en fait, qui tweetait Free Michigan, Free Michigan. Alors, et c'est drôle parce que ça m'a refait penser à une prédiction que j'ai faite. Je vais vous la faire entendre. Je suis presque... je dirais pas que je suis un oracle, là, mais je vais vous la faire entendre. Et moi, je fais une prédiction ce soir pour les prochaines élections. Attention, Trump va les perdre, mais il va rester quand même au pouvoir parce qu'il va dire que le résultat est truqué et il y aura des milices pro-Trump qui se promèneront dans les rues et il va installer une dictature qui durera pendant 17 ans. Alors, c'est une prédiction que je lance. C'est l'épisode numéro 5, 17 ans de dictature de Trump. Audacieux. Et les gens seront contents parce qu'on dira qu'enfin, c'est une dictature éclairée. On n'avait jamais eu ça aux États-Unis. Bon. Merci beaucoup, Julie-Pierre Nadeau. Je sais. Alors ça, c'était la saison 1 de la balado. C'était l'épisode 5. Donc, on avait commencé, si ma mémoire est bonne, la saison au printemps. Fait que c'est au mois d'avril. Bon, ça fait pas 5 ans, là, mais je crois être un des premiers à avoir prédit que ce pays allait sombrer dans le chaos. Alors... on va voir. Si là, on n'est pas encore en élection, là, ils n'ont pas perdu, mais disons que l'aspect milice, l'aspect installation d'une dictature, ça commence à ressembler à ça pas mal. Bon, alors, un peu plus tard dans l'épisode, je vais vous parler de la campagne parce qu'il y a eu des petites inquiétudes là, sur l'infolette. Je vais vous donner des détails. Je vais vous donner des détails de la campagne qui va quand même assez bien, mais je ne vous le dirai pas tout de suite parce que là, j'ai vraiment envie qu'on commence cet épisode-là. Entre autres, on va aller en Suède. On va aller parler à un auditeur qui vit en Suède et qui va nous préciser un peu ce qui se passe en Suède. C'est vraiment, vous allez voir, c'est super intéressant parce que j'avais jamais entendu un écho comme ça à date. Depuis qu'on parle de la Suède, on parle toujours du gouvernement, mais rarement le tissu social. Qu'est-ce qui explique cette différence suédoise? On va également avoir une discussion vraiment intéressante avec 2 auteurs, Patrick Doucet et Jean-Marc Beausoleil, sur 2 livres qui sont sortis sur la sexualité, entre autres. Oui, sexualité, mais pornographie plus précisément. Vous allez voir, avec Hélène sera de la partie. Et justement, on va aller la rejoindre pour aller l'entendre sur sa chronique cette semaine. Bon, alors, c'est toujours avec un plaisir, évidemment, renouvelé qu'on va rejoindre Hélène Faragy. Salut, Hélène! Salut Fred, comment ça va? Ça va très, 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 très bien. Bon. Mon Dieu! Bon, oui, quand même, on essaye de bien aller malgré tout, là. Voilà. Alors, bon, là, on a ta chronique. Tantôt, on va avoir une entrevue avec Patrick Doucet et Jean-Marc Beausoleil. On va parler, entre autres, de
pornographie, sexualité. Évidemment, on ne peut pas le faire juste entre gars. Là, c'est un petit peu malaisant. Puis, en fait, c'est parce que c'est en lien avec ta chronique, ta chronique la semaine dernière. C'est pour ça qu'on voulait que tu sois là. Oui. J'ai lu son ouvrage avec beaucoup d'intérêt, mais on en reparlera plus tard. Alors là, cette semaine, côté chronique, qu'est-ce que tu nous réserves? Évidemment, on va parler de ce nouveau monde culturel qui est le nôtre, qui est devenu tout numérique. Mais avant ça, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en ce moment, moi, il me manque quelque chose, c'est un mot. Un mot pour nommer ce qu'on vit. Oui. Parce que c'est comme un confinement, ça sent le confinement, ça ressemble à un confinement, mais ça n'en est pas. En tout cas, les autorités font tout ce qu'elles peuvent pour ne pas dire le mot confinement. Ouais. Alors moi, j'essaye d'en inventer un, de trouver quelque chose juste pour pouvoir délimiter un peu ce qu'on vit. Je trouve pas un confinement Splenda peut-être, mais je fais appel aux auditeurs. Ouais, bonne idée, effectivement. Mais c'est vrai qu'on est dans une zone un peu floue. Oui, c'est ça, c'est bizarre. On a l'impression qu'on n'a plus le droit de rien faire, mais en même temps, si, quand même un peu. Enfin, c'est pas clair. Puis je trouve que quand on trouve les bons mots, en général, ça nous aide à passer à travers. Tout à fait. Avant encore de vous parler de ce qui va m'animer cette semaine, je voulais juste revenir sur quelque chose qui me tient énormément à cœur. Oui. C'est-à-dire l'importance d'apprendre à lire les images. On vit aujourd'hui, évidemment, dans un monde où tout est image. Ouais. Et apprendre à les décrypter, c'est essentiel. C'est essentiel parce que ça fait de nous un meilleur citoyen. Ouais. Ça fait de nous quelqu'un qui n'ingurgite pas passivement ces images-là. Ça fait de nous quelqu'un qui n'est pas un mouton, puisque c'est le mot à la mode ces temps-ci. Et il y a une séquence dans les derniers jours qui mérite vraiment qu'on la décrypte. C'est l'arrivée de Trump en hélicoptère à la Maison-Blanche à son retour de l'hôpital. Ouais. Ça dure 30 secondes. Il a posté ça sur son compte Twitter avec, on entend la musique, grosse musique pompeuse, des ralentis sur l'arrivée de l'hélicoptère, des contre-plongées héroïques sur l'homme sorti de l'hôpital. Le problème, c'est que ces images-là, c'est exactement plan par plan comme la mise en scène de Leni Riefenstahl dans Triomphe de la volonté. Ah mon Dieu, j'ai même pas fait le lien, mais j'ai vu ce film-là. C'est fou. C'est fou. Il y a quelqu'un qui a même essayé de faire un montage parallèle des deux sur Twitter. Vous pouvez le trouver facilement. Elle filmait l'arrivée d'Hitler en avion. Ouais. Et c'est effarant à quel point c'est ressemblant. Wow. Et je sais très bien que nous n'avons pas le droit de vote aux États-Unis, que tout ça va peut-être finir dans 3 semaines. Mais c'était important de faire le parallèle parce que la mise en scène du fascisme, elle est puissante, elle est pernicieuse. Elle est importante dans le fascisme, la mise en scène. Exactement. Parce que si Trump et son équipe ont repris ces images, c'est parce qu'elles fonctionnent. Oui, tout à fait. Donc, toujours apprenez, méfiez-vous des images qu'on vous montre. Elles veulent toujours dire un petit peu plus que le premier degré. Et l'avantage des balados, Hélène, c'est qu'il n'y a pas d'image. Alors, vous n'avez pas à vous méfier. Voilà. Tout est clair, tout est premier degré. Donc, notre nouveau monde avec la fameuse culture toute numérique, culture qui en a pris tellement dans la face depuis quelques mois, qu'on se demande si elle en a encore une de face. Il n'y a plus aucun film costaud au programme pour 2020. Ici au Québec, on a encore quelques annonces. Je sais, j'ai envie de les prendre dans mes bras quand ils font ça. On nous dit que le 13 novembre, My Salinger Year de Philippe Falardeau va sortir en salle. Le 18 décembre, Maria Chapdelaine de Sébastien Pilote. On a envie d'y croire, mais c'est peut-être un petit peu optimiste. Non. Et c'est fini pour James Bond qui a été repoussé à avril et Dune qui a été repoussé à novembre 2021. À ce sujet-là, je ne sais pas si vous avez lu Peter Bradshaw dans le Guardian. Non. C'est le critique cinéma absolument génial du quotidien britannique et il est fâché, tout noir, contre James Bond. Il l'accuse carrément de lâcheté. En fait, ce que dit Bradshaw, c'est qu'en ne sortant pas le film comme prévu fin octobre, James Bond condamne carrément les salles et l'industrie, qu'il aurait dû avoir le courage de sortir dans un geste de solidarité et d'entraide. Je l'aime d'amour, Peter Bradshaw, mais je pense qu'il oublie quelque chose. On a toujours la culture qu'on mérite. Et quand on vit au rythme d'un individualisme forcené, comment voulez-vous que les studios de cinéma, eux, soient généreux et altruistes? Non, c'est chacun pour soi et son petit porte-monnaie. Et c'est la fin de l'histoire. Exactement. Et si vous ne me croyez pas, même notre ministre de la Culture à nous, au Québec,
elle a préféré ne pas aller au théâtre, au musée, au cinéma quand c'était possible, c'est-à-dire cet été. En tout cas, c'est ce qu'elle a révélé au micro de Franco Nuovo dimanche dernier. On écoute. Avant la deuxième vague, là, on avait eu le temps de connaître une rentrée culturelle. Étiez-vous allé en salle voir un spectacle, une pièce? Non. On gardait nos distances, on faisait attention. Non, je me faisais un plaisir jeudi d'aller au Théâtre du Rideau Vert pour la première médiatique. Et puis jeudi, tout a été annulé. Ça, c'était réservé et j'avais hâte de voir les comédiens, voir le travail qui a été fait. Alors, j'étais triste, peinée, tout comme tout le monde. Mm-hmm. Ben oui, comme c'est bête, hein. L'aller y retourner, puis hop, tout a fermé. Ah, c'est dommage. Je ne suis pas extra fière de notre ministre sur ce coup-là, mais je n'irai quand même pas jusqu'à dire que la culture est abandonnée. Le modèle économique qui est le nôtre a changé et est en train de la déposséder entièrement, la culture, de son aspect collectif. Ouais. Tout est en train de devenir fondamentalement individuel. On consomme chacun chez soi. Sur son écran. On peut plus vraiment ni partager, ni discuter, ni échanger. Alors, le tout numérique, c'est bien, ça sauve les meubles, mais ça reste un band-aid sur une fracture ouverte parce que ça va modifier profondément notre rapport à la culture, même à la nature profonde de la culture. Ouais. Et si on y va grossièrement, mais ça va bientôt faire 1 an que notre univers culturel passe par un écran domestique. Ouais. Et c'est intense tout ce qu'on perd. On perd le collectif, on perd l'événementiel, on perd les revenus, on perd beaucoup de choses. Alors, je sais qu'il faut s'en contenter, mais il faut peut-être essayer de garder ça en tête aussi, que c'est pas la panacée du tout. Ben non, mais ça, sans rien enlever à la ministre Roy, je veux pas dire qu'elle fait un travail extraordinaire toujours. Puis là, je sais que l'extrait qu'on a entendu tantôt, je pense que c'était pas la seule. Dans ce cas-là, moi, moi-même, en fait, je peux pas dire que j'ai été attiré par aller au cinéma ou aller au théâtre pendant la pandémie, être en salle. On savait pas trop comment l'aération, Je comprends, Fred, mais vous n'êtes pas ministre de la Culture. Vous ne saviez pas montrer l'exemple. Non, c'est Elle, vrai. oui. Tout à fait. C'est ça qui est un peu dommage. Bref, donc, je me suis dit, en sachant tout ça, on va quand même essayer de faire ensemble l'expérience d'un premier événement en ligne, le Festival du Nouveau Cinéma, qui a commencé mercredi de cette semaine, qui va durer jusqu'à la fin octobre. Et au départ, il devait être hybride, ce festival. Donc, moitié en ligne, moitié en salle. Vous dites au départ, c'est-à-dire avant la deuxième vague. Oui. Voilà. On a rendu qu'on dit avant, pas avant la pandémie, avant la deuxième vague. Non, c'est ça, avant la deuxième vague. Donc, finalement, tout est passé en ligne et la formule est assez sympa, je trouve. On achète un billet, à peu près 10 ou 12 $ selon le film. Et le film reste disponible pour 30 heures. Donc, il n'y a pas de séance fixe. Il y a une souplesse. Parce que ça, j'avoue, excusez-moi, Hélène, ça aussi, je trouve pas ça super interpellant d'acheter un billet en ligne et de me dire demain soir, 20h, je devrais être devant mon écran parce que c'est là qu'est diffusé seulement le billet. En fait, le film acheté. Là, c'est un peu comme quand on loue un film sur les plateformes, comme sur Apple Movie. À peu près, voilà. C'est un peu plus court. Donc, on l'a disponible c'est un petit peu plus court, mais ça reste quand même un laps de temps correct. Puis, on sent qu'on a voulu prendre en compte les enjeux de ceux qui regardent les films et pas juste ceux de ceux qui les font et les vendent, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Donc, évidemment, une programmation un peu moins dodue que d'habitude, mais j'ai quand même trouvé 2 petites choses que j'ai envie de vous suggérer. D'abord, un film iranien qui s'appelle There is no evil. C'est réalisé par Mohamed Rassoulov. Ça a gagné l'Ours d'Or à Berlin cette année. Et Rassoulov, en 2017, avec son film précédent, Un homme intègre, il a été condamné en Iran à une interdiction de filmer et 1 an de prison. Ça l'a pas empêché. Ça l'a pas empêché non seulement de faire un film, mais en plus de faire un grand film. C'est une parabole en 4 histoires, 4 courts-métrages, si vous voulez, superbement mis en scène et qui sont tous sous le même thème, la peine de mort. Parce que en Iran, ce qui se passe, c'est que les gens à qui on demande d'exécuter la peine de mort, c'est des soldats qui font leur service militaire obligatoire. Donc, qu'on leur impose de devenir des bourreaux, c'est-à-dire que la peine de mort finit par déshumaniser pas seulement les victimes, mais aussi les bourreaux, ceux qui se retrouvent à devoir enlever la vie d'autrui sans en avoir la conviction ou sans que ce soit leur métier.
Les 4 fictions montrent 4 différents aspects, évidemment, de cette problématique-là. Mais je trouve que c'est vraiment un film brillant et qui rappelle assez justement en ce moment que les décisions les plus tyranniques, les plus détestables, elles se prennent souvent 6 pieds au-dessus de ceux qui en payent les vraies conséquences. Mais ça, c'est pour le côté plus cinéphile, cinéma, sérieux de la programmation du FNC. Moi, il y a un autre film que j'étais extrêmement heureuse de voir dans la programmation de cette année. C'est un film dont j'entends parler depuis le début de l'été parce qu'il faisait partie des premiers à avoir pu sortir après la réouverture des salles en France. Ou d'ailleurs, les salles, elles sont toujours ouvertes, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, le film en question, ça s'appelle... Je ne changerai pas de place avec la France aujourd'hui, Hélène. Non, je sais, mais en tout cas, eux, ils gardent d'espoir que les salles de cinéma, c'est peut-être pas si dangereux que ça. Ouais. Je sais, en tout cas. Bref, notre film en question, ça s'appelle Tout simplement Noir, et c'est un film réalisé par Jean-Pascal Zadi et John Wax. Zadi, j'avoue que je ne le connaissais pas du tout, et pourtant, il a une feuille de route assez impressionnante, même si rien n'a traversé l'Atlantique. C'est un acteur, auteur, rappeur, réalisateur de plusieurs documentaires et de fiction. C'est vraiment pas un oiselé sorti de l'œuf. Et cette fois, dans cette comédie, il a décidé de raconter l'histoire de Jean Pascal, c'est-à-dire lui, mais sans être lui, qui est un acteur raté de 40 ans, qui fait des YouTube plutôt controversés pour dénoncer le racisme. Genre, il se déguise en esclave, en fer, et il marche dans les rues, puis il poste ça. Ouais. Et cet acteur-là décide d'organiser la première grande marche noire à Paris. Et il est suivi par une équipe de cinéma pour documenter la préparation de cette marche. Alors, bon, vous allez me dire, le faux documentaire, ça va. On a déjà eu Sacha Baron Cohen. Oui. D'ailleurs, la bande-annonce de Borat 2 circule en ce moment sur le web et vous devriez aller jeter un coup d'œil. C'est très drôle. On a déjà eu Ricky Gervais aussi. Je vais vous dire, oui, évidemment, on a déjà eu tout ça, mais c'est quand même autre chose. Alors, vous allez me dire... ouais, mais une comédie sur le racisme, là aussi, on a eu Casse Départ en France, on a eu Black Klansman aux États-Unis, Four Lions en Angleterre, et je vous dirais oui, mais de mémoire, bien sincèrement, je ne pense pas avoir vu une comédie aussi grinçante sur le sujet, non seulement grinçante, mais en plus déterminée à briser tous les tabous autour de ce sujet-là, mais alors tous les tabous. On écoute le début d'un extrait du film. Je suis noir, Martin Luther King. Je suis nègre, Malcolm X. Je suis un putain de nègre. C'est ça. Il faut qu'on soit soudés, il faut qu'on soit là. Ça marche, c'est une initiative de dingue. Les blancs sont interdits à tabac. Ils sont pas interdits. Ils sont pas interdits, mais c'est pas conseillé. Ils sont pas qu'ils vont se faire frapper. Ouais. Non, ils vont pas du tout. Mais il n'y aura pas une bonne ambiance. Voilà. Vous niquez votre marche de Renoir. On a des imams qui soutiennent. Non, fais pas ça. Tu sais très bien, les imams, c'est pas good vibe. Non, pour le coup, il a pas tort. C'est pas super ambiance. Tiens, j'invite à mon anniversaire 5 imams. On va pas mettre une ambiance. Non, c'est vrai, en termes d'ambiance. Waouh! Bon Dieu, ça va vraiment être très bon. C'est très très bon et c'est surtout très très malin parce que d'abord tous les rôles principaux sont joués par des noirs, des comédiens, des stand-up, des rappeurs, des journalistes, pas juste des noirs, ceux qui font la communauté médiatique parisienne. Ouais. Donc ça va de Joe Star à Patrice Eboué en passant par Éric Judor et je vous laisse découvrir comment Dieudonné est inclus dans tout ça parce qu'il est là à sa façon. Wow. Ouais, mais c'est très 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 malin et ça veut dire que tous les personnages blancs au mieux ils sont secondaires, donc on a la femme de Jean Pascal par exemple, ou alors ils sont carrément les vecteurs de ce racisme au quotidien qui est vécu par les Noirs et par d'autres. Et là, je dois lever mon chapeau à Mathieu Kassovitz, qui joue son propre rôle dans ce film-là, et il fait passer une audition à Jean Pascal pour son prochain film. Évidemment, c'est faux, mais pendant l'audition, il lui mesure les narines et il lui dit qu'il faudrait qu'il soit plus africain. Ah, wow. Si c'est pas assez humour noir pour vous, je sais pas ce que... Je pense que personne pourra arriver à être plus grinçant que ça, plus corrosif que ça. Mais là où c'est brillant, c'est que Jean Pascal, il agit aussi comme révélateur de tout ce qui ne va pas au sein même de la communauté noire, des gens riches et célèbres, parce qu'on a ceux, par exemple, qui ne veulent s'engager que pour une question d'image et ce que ça va leur apporter.
On va aussi avoir ceux qui comprennent pas que leur démarche, elle est profondément sectaire. Parce que Jean Pascal en question, il fait une marche pour les Noirs, mais il fait surtout une femme pour les hommes noirs. Donc, il exclut les femmes, les métis, les arabes, les juifs, toutes les autres victimes du racisme et bien sûr les blancs, en n'hésitant pas, et c'est là que ça devient complètement fou comme film, c'est que il met en concurrence les drames. Donc, comme Dieudonné l'avait fait, ce qui lui avait valu des gros problèmes. Mais là, c'est la comédie, c'est pour dénoncer, bien sûr. À un moment donné, il va même plaider l'idée que sa marche, elle est plus importante que le combat écologiste. Parce que il va faire un rap pour inviter les gens à sa marche en dénigrant la sauvegarde de la planète parce que ça prend trop de place. Et donc, il n'y a plus assez de place pour lutter contre le racisme. Ça tire sur tout ce qui bouge, ça n'épargne rien ni personne, sauf peut-être Omar Sy, que tout le monde aime. Ça déconstruit tous les clichés, les paradoxes, les écueils de la lutte identitaire. Et ça rappelle, je crois, une idée qui est vraiment importante par le rire et par l'absurde. Le communautarisme, par nature, ça exclut. Et le plus dur dans un combat qui est noble et juste, ce sera toujours de parvenir à trouver l'unité. Et ça, c'est tout le mal que je nous souhaite, Fred. Ah, wow, mais merci Hélène. Évidemment, on va mettre les références sur la page Facebook pour pouvoir aller voir tout simplement Noir. En fait, moi, j'ai vraiment très hâte de voir ce film-là. Merci vraiment beaucoup. Nous, on se retrouve de toute façon tout de suite là, avec les deux auteurs pour parler de sexualité. Bon, alors, vous savez, cette balado, j'insiste souvent sur l'esprit de communauté, sur cette idée de communauté. Puis là, dans le prochain segment, on va en avoir un excellent exemple. Parce que vous vous rappelez, en fait, j'accueille Godefroy tout de suite. Godefroy. Je suis là, Fred. Oui, alors on se rappelle, la semaine dernière, Godefroy, vous aviez parlé de la Suède, entre autres. On en a parlé quelques fois, mais oui, la semaine passée, on y a retouché encore. C'est dur de ne pas en parler. C'est dur de ne pas en parler parce qu'évidemment, on compare les modèles, puis on se dit là-bas, comment se fait que ça va tellement mieux qu'ici. Et là, il y a quelqu'un qui nous a écrit en réaction avec votre chronique, Godefroy, et cette personne est avec nous. Victor Delorme, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Bon, alors vous êtes architecte de formation, et là, vous êtes installé en Suède. Oui, depuis 3 ans et demi. Vous êtes en couple avec une Suédoise. Vous avez des enfants? Oui, une petite fille, 3 ans. Ah. Et Là, vous avez entendu, évidemment, vous êtes un auditeur de la balado, vous avez entendu Godefroy parler de la Suède, et là, vous m'avez envoyé un message complètement, je trouve, hallucinant, qui est vraiment intéressant. Un propos, évidemment, qu'on n'entend pas quand on parle de la Suède, parce qu'on ne parle jamais à des Suédois. On ne fait que regarder les chiffres, et après ça, on compare avec ici. Et là, vous êtes arrivé avec un message, et c'est pour ça que je voulais vous entendre, et que Godefroy soit là aussi, c'est que vous avez mis, en fait... vous avez brossé un tableau et vous allez le faire un peu sociologique pour comprendre comment on peut difficilement appliquer ce qui se passe en Suède au Québec. Et vous avez même dit qu'il y a beaucoup de gens qui vous écrivent du Québec, entre autres pour émigrer en Suède. Hein? Oui, j'ai quelques personnes. En fait, on a un groupe, les Québécois en Suède, puis un groupe Facebook, on va dire. On se communique versus le groupe. Mais il y a des gens qui nous écrivent sur ce groupe-là pour savoir comment ça se passe ici, justement parce qu'ils veulent éviter toutes ces mesures-là qu'ils ont au Québec. Oui, parce que vous disiez de la Suède, ce qui se passe au Québec, ça a l'air d'être une espèce de délire collectif avec toutes sortes de réactions extrêmes. Oui, par moment, effectivement. Vous commencez le message et c'est intéressant en disant que le rapport des Suédois avec les contacts et avec les étrangers, mais dans la vie de tous les jours, comment ça se passe? Exact. C'est sûr que là, c'est mon point de vue, un point de vue d'un immigrant, puis comparé aux Québécois. Mais ça fait quand même 3 ans que vous êtes là, vous parlez le suédois, vous êtes dans la vie suédoise totalement. Là. Vous n'êtes pas un étudiant dans une université qui revient au Québec l'été, vous êtes installé là-bas. C'est quand même un témoignage intéressant. Oui. Donc, le contact avec les Suédois, le rapport des Suédois avec l'étranger. Mais c'est ça, en partant, c'est sûr que si on regarde les mesures COVID, on ne peut pas juste comparer les mesures COVID Québec versus Suède parce que c'est 2 cultures qui sont assez différentes. Oui. La culture scandinave comparativement à la culture québécoise, là, je parle, il n'y a pas juste une culture en Scandinavie, on parle vraiment là, average. Donc, c'est des gens qui sont, à mon avis, beaucoup plus, qui ont une vie sociale plus réduite que ce qu'on connaît nous autres au Québec. Donc, qui dans les transports en commun, entre autres, vont peut-être moins avoir tendance à s'asseoir en face de gens qu'ils ne connaissent pas. Exact. Dans la rue, le small talk n'existe pas.
Oui. Tu vas pas commencer à parler à quelqu'un que tu connais pas dans un autobus, par exemple, parce que la personne est enceinte, puis là, tu dis un commentaire sur « Ah, ça fait combien de temps? » Puis bonne chance. Ça, c'est quelque chose de totalement qui ne se fait pas. Ça, c'est drôle. Puis en plus, vous parliez du concept du lagom, que je trouvais vraiment intéressant. C'est quoi le lagom? Le lagom, c'est un truc très suédois qui dit ni trop, ni trop peu. Donc, un juste milieu. Eux autres, c'est vraiment qu'ils le décrivent. Mais vu de mon côté, souvent, ça semble un peu plate. C'est des choses qui sont très organisées, jamais improvisées. Mais là, je ne veux pas tomber dans les clichés, Victor, mais on parle quand même du peuple qui nous a offert les IKEA. Oui. Donc, rien n'est laissé au hasard. Non. On a un plan. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Mais c'est un très bon exemple, le plan IKEA. Je pense qu'on pourrait avoir un plan IKEA pour comment être un Suédois. Ah oui, hein? Oui. J'ajouterais un petit détail, c'est que c'est sûr que là, on parle du point de vue d'une personne, mais il y a aussi des chiffres qui sont derrière ça. Le pourcentage de gens, par exemple, à Stockholm, qui habitent seuls n'a rien à voir avec nos statistiques ici. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de gens qui habitent seuls et qui sont bien contents dans les grandes villes suédoises. Oui. Il y a beaucoup moins de maisons intergénérationnelles et dans le cas de la COVID particulièrement, c'est un détail qui a beaucoup, beaucoup d'importance. Mais là, on n'est pas dans l'évaluation subjective. C'est un fait. Il y a beaucoup de monde qui reste tout seul. Et d'ailleurs, Victor, parlez-nous un peu de votre amoureuse, votre conjointe, qui elle est suédoise. Oui. Elle n'en revient pas. Puis là, c'est drôle parce qu'avec ma blonde, on lisait votre message. On était un peu crampés parce que nous aussi, des fois, on est un petit peu en distanciation sociale en permanence. Elle disait, elle n'en revient pas de la propension des Québécois à toujours vouloir voir des amis, voir la famille élargie, faire des rencontres. Ouais, allez-y. Exact. C'est pour elle, ma copine suédoise, elle, au contraire de moi, qui va trouver que les gens en Suède, ils font rien, puis tout est organisé. C'est des très, très petits cercles sociaux. T'as pas beaucoup d'amis, puis tu les vois pas souvent, puis pas longtemps. Ben ouais, c'est ça, parce que elle trouve qu'on fait trop de rencontres sans but. Exact. Elle nous prend on va prendre un autre cliché. Elle fréquentait un Italien aussi à l'époque. Elle trouve qu'on ressemble aux Italiens au Québec. Elle dit qu'on parle fort, qu'on gesticule, qu'on s'énerve au volant, qu'on a des cercles sociaux beaucoup trop gros, puis qu'on se rencontre beaucoup trop souvent avec les familles, les amis, pour aucune raison. Elle partage exactement l'avis de la santé publique au Québec, d'ailleurs, ces temps-ci. Petite anecdote drôle un peu, vous disiez, en juin dernier, pour éviter les fêtes d'étudiantes de fin d'année, les villes, ils sont allés d'une initiative, pour le moins, je dirais, dans les yeux, aux yeux des gens d'ici, un petit peu douteuse. Oui, mais non. Ils ont décidé d'étendre du purin animal. Dans ce cas-ci, c'était plutôt de la merde de poulet, on va dire. Oui. Pour, disons, pas empêcher, parce que c'est pas le but, c'est plus de dissuader les jeunes d'aller se rencontrer dans les parcs pour faire la fête. Ça, c'est intéressant dans votre message. Je vous dis aussi que les Suédois n'aiment pas se faire dire quoi faire. Fait que non, puis je crois aussi, là, je suis pas un spécialiste des lois suédoises, là, mais aussi, c'est très compliqué de changer les lois à ce niveau-là. Donc, aussi, et c'est quand même, par le fait que c'est un peuple qui aime pas la différence, qui aime pas être différent de la masse, mais ils vont avoir tendance à suivre le troupeau, on va dire. Si le troupeau, il se fait conseiller fortement de rester chez eux et de prendre des distances, ben le monde va suivre. Et ça, c'est intéressant ce que vous dites parce que en fait, vous m'écriviez, le gouvernement, dans le fond, n'oblige pas les gens à faire quoi que ce soit depuis le début de la pandémie. Non. Ce sont des conseils. Ouais, il y a une obligation qui est peut-être de ne pas se réunir à plus de 50. Bon, ça c'était la chose qui était... Parce qu'ici, c'est vrai qu'on peut changer les lois, entre autres, par décret, surtout que là, on est sous la loi des mesures d'urgence, donc c'est encore plus simple de changer les lois, d'amener des décrets pour donner des pouvoirs. En Suède, c'est un petit peu plus compliqué visiblement, la façon que le corps législatif est fait. Donc, le gouvernement suggère aux gens d'adopter des comportements, mais c'est drôle parce que vous disiez aussi, il y a quand même un filet social qui permet une certaine distanciation, entre autres que le gouvernement accorde, en fait, le filet social accorde 120 jours payés pour s'occuper des enfants malades. Oui, là, on me reprendra si j'ai tort, mais d'après ce que je comprends, c'est à peu près ça la moyenne.
Et oui, donc tu restes chez vous. Moi, d'ailleurs, j'en ai. À chaque fois que ma fille va pas à la garderie, je profite de ces journées-là. Et vous disiez que le télétravail, c'est quelque chose qui est installé depuis très, très longtemps en Suède. Oui, mais je dirais que tout ce qui est relié à Internet, même au niveau il n'y a pas de monnaie comptant en Suède, ça n'existe presque pas. Tout est fait par Internet, par carte ou par transfert de montant. C'est très normal que tu ne puisses pas payer avec de l'argent comptant. Ça, c'est en train de s'installer au Québec depuis la pandémie, entre autres, parce que la plupart des magasins ne prennent pas d'argent comptant, c'est soit carte de guichet ou la carte de crédit. Mais c'est déjà comme ça ici avant pandémie. Oui, bon, voilà, c'est ça. Autre chose intéressante aussi que vous relatiez dans votre message, c'est le rapport entre le gouvernement et la santé publique. Vous disiez ici, au Québec, quand je regarde ça de loin, j'ai l'impression que le Québec est dirigé par une personne et demie. Oui, on va parler du gouvernement Legault, pas du gouvernement. On va nommer le premier ministre. Oui, puis on le sait de toute façon dans la Constitution canadienne, entre autres, et dans la répartition des pouvoirs, on le sait, Robert Bourassa l'a déjà dit, le premier ministre du Québec a des pouvoirs incroyables, pas mal plus probablement qu'un président américain. C'est vraiment démesuré, puis on dirait qu'en temps de pandémie, on le voit bien. Ouais. Mais là, en Suède, il y a vraiment une coupure entre les deux, et depuis le début de la pandémie, vous avez très peu vu les membres du gouvernement faire des points de presse. Effectivement, mais c'est comme ça aussi pour tout, pour tout dans la société. C'est très décentralisé, le gouvernement. Les décisions se prennent beaucoup à ce que nous, on va appeler les régions administratives. Oui. Pour ce qui est la santé, le transport. C'est des taxes qui sont données directement des citoyens aux régions administratives. OK. Et depuis le début de la pandémie, depuis le début de la COVID, c'est essentiellement le médecin en chef qui s'est adressé à la population. Exactement. Et les politiciens n'étaient pas là. Non, le premier ministre, comme je disais, est apparu 2 fois pour dire, en gros, suivez les conseils de notre médecin, puis c'est à peu près tout. Il n'y a pas de politiciens vraiment qui font des apparitions à la télévision. Il n'y a pas de point de presse relié. Il n'y a pas cette espèce de sentiment de mesure d'urgence qui est là. Oui, mais ça aussi, c'est incroyable. Quand vous m'avez dit ça, vous parlez même, les médias en parlent pas tant que ça de la pandémie. Ils en parlent comme un autre sujet d'actualité. Mais quand on écoute la presse ou Radio-Canada, pour ne pas les nommer, on a l'impression que la seule chose qui se passe au Québec, c'est la COVID. Tout à fait. Puis j'avoue que moi qui fais une balado, on se les fait un peu reprocher de parler trop de la pandémie. En même temps, bon, c'est une opinion, on n'a pas été submergé de messages, mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir faut garder à l'œil aussi le rapport que les médias entretiennent avec la pandémie et le message qui est envoyé, entre autres cette semaine dans le Journal de Montréal, toutes les unes étaient « Les enfants paient le prix ». C'était vraiment, c'était vraiment sensationnaliste, entre autres. Et moi, ça m'a vraiment frappé en Suède quand vous m'avez dit. Dans le fond, souvent, c'est même juste un petit tableau qui va apparaître sur une page avec les statistiques. C'est à peu près ça que les médias parlent. Il n'y a pas de longs articles, là, nécessairement. Non, il va y avoir des articles plus longs, des avis d'experts et tout, mais c'est pas passé... C'est le ton du message, surtout, aussi, qui est... Il y a une espèce de on dirait que c'est un message alarmiste, le ton alarmiste qui vient avec, et on dirait qu'il manque un peu de neutralité vu d'ici. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que quand je repensais à une des conférences de presse de Legault où il avait avancé du bout des lèvres l'idée de l'immunité de masse. Oui. Et cette idée-là, il l'amenait, on se disait, écoute, c'est un ballon d'essai, et il s'est fait ramasser et il n'en a plus jamais parlé. Et c'est un exemple parmi tant d'autres qui nous dit que c'est le politique qui est au pouvoir, en fait. C'est que si cette idée-là avait été soudainement populaire, qui sait ce qui serait arrivé dans le fond? Et quand vous parlez de neutralité, on est tellement dans le politique, dans la gestion de cette crise-là, on apprend que le directeur de la santé publique ne fait pas de rapport écrit. Donc, ça veut dire que le premier ministre retient bien ce qu'il veut d'une discussion qu'il y a eu avec M. Arruda et avec l'équipe. Mais après ça, il se retourne vers la population. Puis vous avez souvent dit, Fred, que un des grands points forts de Legault, c'est d'être capable de bien saisir l'état d'esprit de sa population et de s'ajuster et de renvoyer quelque chose qui correspond à ce que la population veut. Et ce que ça veut dire, en fait, c'est que c'est de la politique orientée à 100% et on n'est surtout pas, on n'a aucune distance.
Et là, si notre exemple qui vient du politique en haut va dans ce sens-là, c'est pas étonnant que tous ceux qui prennent la parole soient un peu dramatiques puis aient envie de frapper les esprits, alors que là-bas, on a vraiment un Anders Tegnell qui est en charge et qui a de compte à rendre à personne. Et ce qui me fascine là-dedans, c'est que vous disiez que les gens ont... c'est seulement des recommandations qui ont été faites par la santé publique, mais il n'y a personne qui s'est dit « Oh là là, c'est impopulaire ». Il y a eu des levées de boucliers, il y a eu des lettres ouvertes de scientifiques, mais qui ont été tout simplement... ça n'a inquiété personne. On a gardé le flegme et on continue à avancer tranquillement. Et c'est fait de le dire. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir ça vient d'où, ça, cette identité suédoise-là, ça sort, est-ce qu'on a une idée de où ça vient? Mais pour à peu près tous les sujets, je pense que ce que j'ai pu remarquer, c'est que les Suédois ne prennent pas une décision sur le coup, ou très rarement une décision sur le vif. Ils vont toujours attendre, j'ai l'impression de voir, parce que là, quand quelque chose de nouveau arrive, ils vont toujours attendre quelques mois, années, avant de prendre des décisions et vraiment de légiférer pour voir qu'est-ce qui va se passer, comment on peut dealer avec ça, faut regarder toutes les pour et les contre, puis c'est rare qu'ils vont prendre une décision super rapide. Si on compare avec le voisin, le Danemark, un sujet super sensible qui est l'immigration, le Danemark a tendance à agir et change les règles de l'immigration plusieurs fois par année, parfois. Tandis qu'en Suède, tu as une règle qui est là, malgré les hauts et les bas de l'immigration, des vagues immigrantes. La règle est toujours là. Et ça prend beaucoup de choses pour faire changer une règle. Et Victor, c'est intéressant. Puis, en fait, ce que vous dites, parce qu'il faut quand même en parler, là, on fait cette intervention-là, cette chronique-là, si on peut dire, on a l'impression qu'il y a une belle unanimité partout en Suède. Reste qu'il y a un parti très à droite, même néo-nazi. Oui, j'appelle ça sans crainte néo-nazi, parce que les idées représentées frôlent le néo-nazisme. Qui ont quand même reçu 23% des appuis, donc ils sont très présents dans le paysage politique suédois. Et bon, cette formation politique, comment elle a réagi, elle, par rapport à tout ça? Est-ce qu'elle est en phase avec cette espèce de grand consensus ou ça a été une voix discordante? Est-ce qu'il y a des complotistes beaucoup ensuite? Parce qu'ici, les gouvernements doivent composer avec un discours complotiste qui nuit un peu à la cohésion sociale. Mais vous vous rappelez au début du COVID, vous parliez aussi à votre balado d'avoir des mesures aussi fortes, aussi longtemps. Qu'est-ce que ça va amener dans la population? Parce qu'au début, les gens étaient prêts à suivre ces mesures-là, fortes. Et vous aviez émis le doute que peut-être dans quelques mois, c'est pas tout le monde qui va vouloir suivre ça, puis ça va peut-être amener les gens à s'opposer à ces mesures-là. Et j'ai l'impression que en voulant vraiment faire comprendre aux Québécois que la COVID était quelque chose d'important qu'il fallait prendre au sérieux, j'ai l'impression que le gouvernement a créé une sorte de cercle vicieux que plus il y en a parlé, plus les gens sont devenus inquiets, plus ils sont devenus inquiets, puis plus il y avait besoin de répondre à ces inquiétudes-là. Ah ouais. Puis là, maintenant, qu'est-ce qui arrive? Vous avez une frange de la population qui ne veut plus suivre. Ils sont tannés, ils sont écœurés. Tout à fait. C'est une belle observation qui nous vient de Suède. C'est quand même drôle. C'est très, très acute, comme on dit dans le jargon chinois, cette observation-là, Victor Delorme. Je vais terminer avec un point qui m'a vraiment fait rire, et c'est cette blague qui circule en Suède, que dans le fond, la distanciation est tellement dans le code génétique, si on peut dire, des Suédois, qu'il y a même des gens qui disent que à cause de la COVID, le gouvernement essaie de rapprocher les gens en leur disant de rester à 2 mètres. Effectivement, c'est dit partout, pas juste par les immigrants ou par les expats, c'est aussi, ça circule. Même les Suédois l'admettent. Le complot en Suède, c'est pas de détruire le tissu social, c'est de rapprocher les Suédois. Ouais. Non, mais étant donné que les mesures sont plus soft et que c'est des recommandations, j'ai l'impression que ça tient à distance aussi les groupes complotistes parce que justement, c'est pas des règles que le gouvernement essaie de leur rentrer de force. Ouais, non, je comprends. Wow. Mais attendez, on va quand même répandre du purin partout dans les parcs. Oui, effectivement. Les gens aillent jouer. Vous pouvez faire le party si vous voulez, mais toutes les places que vous le faites d'habitude, il va y avoir de la merde. Ça va être désagréable. Victor Delorme, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous écrire et d'avoir pris le temps de nous parler en direct de la Suède. Vous devenez notre antenne suédoise. Puis moi, c'est un point de vue que j'avais jamais entendu, que j'avais lu encore nulle part dans les médias d'ici. C'est pour ça que je trouvais ça important de l'offrir à nos auditeurs et à nos auditrices. Ça me fait plaisir.
Ben, vraiment, merci, puis on s'en parle bientôt. Okay, bon courage. Parfait. Bonne fin de journée. Salut. Bye-bye. Bon, mon petit mot, oui, sur la campagne de financement qui va très, très bien ce matin. On était à 63%. Je suis vraiment, vraiment content. On a gagné, on a gagné 13% depuis la semaine dernière. Alors là, je rappelle, en fait, oui, là, l'histoire des infolettes. Je vous rappelle, la semaine dernière, je vous ai parlé d'une infolette. Sachez que cette infolettre-là n'a été envoyée qu'aux donateurs de la balado de la saison 2. Alors, tous ceux qui ont donné cette année, entre autres, pour la balado, que ce soit 10, 15, 60, 100, 500 $, vous n'avez pas reçu d'infolette et c'est normal. Parce qu'on ne voulait pas vous solliciter une deuxième fois. Vous aviez déjà donné et on voulait rappeler aux donateurs, à ceux qui ont supporté le projet l'année dernière, que la saison 3 était en préparation et que on aimerait beaucoup pouvoir compter encore une fois sur leur support. Alors voilà la raison pourquoi vous n'avez pas reçu d'infolette. Là, je ne sais pas s'il va en avoir une de façon régulière, mais oui, vous allez en recevoir une là, dans les prochains jours. Nouveaux donateurs, pour vous expliquer évidemment comment on va faire pour avoir accès au contenu exclusif. On se rappelle que pour les gens qui donnent 60 $ par année et plus, vous aurez accès à du contenu exclusif sur le fredsavard.com. Fredsavard.com d'ailleurs, qui aujourd'hui même, on a revampé le site. Depuis quelques semaines, on travaillait là-dessus. Donc, il va y avoir il y a une zone sur la campagne de financement. Il y a un onglet, en fait, section campagne de financement 2021. Vous pouvez aller voir l'objectif où on en est. Il va y avoir... je vais le mettre à jour, pas à chaque jour, mais très, très, très régulièrement. Comme je vous dis, ce matin, c'est 63%. Il va y avoir également une section espace privilèges. Vous savez que les privilèges blancs, entre autres, sont remis en question. Mais à la balado, on les remet en question aussi, mais on en met de l'avant, des privilèges. Donc, pour les gens, comme je l'expliquais, qui ont donné 60 $ et plus cette année, bien, vous allez avoir accès à du contenu exclusif. Et là, c'est expliqué. Il faut s'inscrire sur le site. Vous voyez, là, quand vous arrivez sur le site, tout en haut à droite, il y a un petit onglet bleu « Connexion » et vous vous inscrivez. Moi, je vais recevoir vos inscriptions. Je vais vérifier qu'effectivement, vous avez donné 60 $ et plus. Et à partir de là, quand vous êtes inscrit, quand vous allez retourner dans la section privilèges et qu'il y aura du contenu, des nouvelles balados, des vidéos, des entrevues intégrales qui sont peut-être pas incluses dans les épisodes réguliers, vous pourrez y avoir accès et je vous tiendrai au courant via, entre autres, les épisodes réguliers quand ça sera prêt. Alors, c'est comme ça que ça va fonctionner. Mais de toute façon, sur le site web, là, si vous vous promenez, il n'y a pas tant de sections que ça. Là, c'est assez clair quand même. Mais n'hésitez pas à m'écrire au baladofredsavard@gmail.com ou sur la page Facebook si vous avez des questions. Mais de toute façon, tout ça vous sera expliqué dans une infolette que vous recevrez bientôt. Puis là, c'est ça. C'est de voir, est-ce qu'on en crée une infolette? Parce que je n'ai pas envie de vous envoyer des courriels juste pour vous dire des choses que vous entendez déjà ici à la balado. Alors, il faut voir si on a du carburant pour nourrir une balado, une infolettre, dis-je, 2 fois par mois, par exemple. Mais voilà. Alors, puis on a pensé à ça, en fait, une infolette sans... Parce que normalement, on l'installe, par exemple, sur un site Internet. Et après ça, les gens s'abonnent. Mais là, on l'a vraiment envoyé aux donateurs l'an dernier. Puis la réponse a été très, très bonne. Fait que ça me fait quand même réfléchir que ça pourrait être intéressant de créer une infolette. Cela dit, là, je parle du don de 60 $, c'est uniquement pour avoir du contenu exclusif. Si vous voulez donner 15 $, si vous donnez 5 $, vous le faites également. Moi, l'idée avec ça, c'est que je veux vous offrir une balado sans publicité. Puis aussi, je trouve qu'en fait, ça concrétise un peu cette idée d'esprit de communauté. Puis, ben, ça nous permet, particulièrement les dons mensuels, bien que je vous dirais que c'est 50-50 la proportion de dons uniques et dons mensuels, c'est que ça nous permet aussi de savoir que l'an prochain, on va peut-être pas ressolliciter tout le monde de la même façon si les gens donnent de façon mensuelle et ça va pérenniser un peu le projet. C'est un peu ça l'idée derrière ça. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va aller retrouver Patrick Doucet, Jean-Marc Beausoleil et Hélène Faradji pour une discussion vraiment intéressante sur la sexualité. Bon, alors, on va faire quelque chose qu'on fait, je pense que c'est officiellement la première fois qu'on va le faire à la balado. On va parler de sexualité, on va parler de pornographie, on va parler de masturbation, on va parler de choses qu'on parle pas souvent, mais il y a un prétexte, évidemment, pour ça. Et c'est parce que j'ai reçu un message et un livre de Patrick Doucet. Bonjour, Patrick Doucet. Salut. Ça va bien? Ben, parfaitement. Oui. Donc, prof de psycho au Cégep Marie-Victorin depuis 25 ans.
peu près, ouais. Vous avez publié le livre qui s'appelle « Ces tabous tenaces, la masturbation, la pornographie et l'éducation ». Puis c'est drôle parce que vous m'avez envoyé un message et le livre en me disant on parle pas intelligemment de pornographie, de sexualité dans les médias. Toi et Paul Doucet êtes les deux seuls qui le faites. Bon, j'ai trouvé que c'était un peu flagornant, mais j'ai quand même lu votre livre et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis là, on entend Hélène. Salut! C'était pas le journée. Oui, voilà. Mais bon, Hélène, on pouvait pas parler de sexualité entre gars. Entre boys? Oui, Non. sans qu'il y ait évidemment une fille. Mais il se pointe pour ça aussi, c'est que on en a parlé un peu la semaine dernière avec votre chronique sur Cardi B, entre autres. Puis Oui, puis j'ai aussi pu lire l'ouvrage de Patrick Doucet et je dois dire que ça tombe exactement dans l'actualité de ce dont on parlait la semaine passée, c'est-à-dire ce besoin d'une éducation à la sexualité, cette nouvelle liberté que revendiquent certaines femmes et qui est quand même assez mal vue, alors que, bon, on devrait passer à autre chose. Moi, j'ai beaucoup aimé cette intervention qui disait condamner les méchants et laisser donc les gens honnêtes s'amuser. C'était un peu comme ça que j'ai compris votre intervention la semaine dernière. Oui. Et j'ai trouvé ça que c'était tout à fait d'à propos. Et là, on entend Jean-Marc Beausoleil. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Donc, prof de littérature, prof de médias aussi au collégial, ancien journaliste. Et vous avez publié, puis c'est pour ça que je voulais que vous soyez dans la discussion, vous avez publié un livre qui s'appelle Pornodyssée, une saison dans l'industrie pornographique québécoise. Un livre que j'ai lu également. Et là, je me suis dit, mon Dieu, on va essayer ça, saison 3, d'être reprendre en fait ce qu'on faisait, là, je dirais pas en présentiel parce que j'ai haï ce mot-là, mais je vais le dire. Non, mais ce qu'on faisait en personne. Et là, on va essayer de le faire en distance avec la balado cette année, d'avoir plusieurs personnes autour de la table pour parler d'un même sujet et je trouvais que c'était un bon prétexte. Bon. Patrick Doucet, c'est votre troisième livre. Vous êtes prof de psychologie et cette idée d'éducation sexuelle et de conversation sociale au sujet de la sexualité, c'est quelque chose que vous trouvez qui manque beaucoup, entre autres, au Québec, si j'ai bien compris votre démarche derrière ce livre-là. Ben, moi, j'essaie dans le fond, ça fait disons, 25 ans que j'enseigne la psychologie de la sexualité, puis c'est un sujet que je trouve intéressant, qui intéresse les jeunes. Là, c'est le 4e livre, là, c'est pas que je parle pas que de masturbation, de pornographie, là, mais non. Il y a toutes sortes d'informations intéressantes et j'essaie de la communiquer de manière vivante et intéressante. Je trouve que socialement, quand on parle de culture, la culture, c'est la littérature, la philosophie, l'histoire, mais je vois pas pourquoi ça inclurait pas une culture psychologique, une culture sexologique. J'essaie dans mes livres de faire la promotion de ça, là, mais disons avec un succès modéré. Et d'ailleurs, dans votre livre, c'est drôle parce qu'il y a un passage où vous dites qu'il y a eu un sondage effectué auprès des professeurs du collégial qui trouvaient que c'était correct qu'il y ait du français. En fait, les matières que vous venez d'énumérer, et les seuls répondants du sondage, c'est les profs de ces dites matières-là. Et la psychologie n'apparaissait pas très haut, en fait, dans les priorités de ce qu'on devrait enseigner au collégial. Ben, en fait, c'est à propos de la formation générale. Donc, les cours obligatoires à tout le monde. C'est français, philo, éducation physique, anglais. Et on se demandait si ça devrait changer. Puis les seules personnes qui étaient interviewées, c'était des profs de ces disciplines. Voilà. Donc, c'était pas tellement convaincant. Là. Non, voilà. Vous avez parlé... en fait, vous avez l'impression que votre livre a été un peu, pas mal interprété, mais quand on en a parlé, on a souvent relaté que c'est un livre sur la masturbation. C'est vrai que ça prend beaucoup de place dans le livre. C'est à peu près presque la moitié du livre qui est sur la masturbation. Mais c'est vraiment beaucoup plus que ça. Moi, j'avoue que c'est la partie masturbatoire, si on peut dire. C'est pas celle qui m'a intéressé le plus parce que, bon, il y a des choses que j'avoue, pour avoir lu un peu sur la sexualité, c'est des choses que j'ai déjà pas exactement vues ailleurs, mais bon, tous les segments sur la perception de la masturbation au 16e, 17e, 18e, 19e siècle, bon, et vous donnez vraiment des bons exemples, par contre, extrêmement intéressants. Ce que j'ai aimé, par contre, c'est la voix que vous donnez à vos... En fait, vous partez des témoignages que vous avez recueillis auprès de vos étudiants et de vos étudiantes, et la stigmate morale de la masturbation qu'on pense avoir, qui est disparue, est encore là quand même. Il y a encore une pudeur à parler de ça. Ah ben certainement, et c'est encore plus marqué chez les filles, là, et elles le reconnaissent en classe, là, c'est accepté que des garçons se masturbent, ça fait partie de la masculinité, si on veut, mais une bonne fille, c'est pas si clair qu'elle doit se livrer à ce type de plaisir. Et un exemple
Il y a une étudiante qui racontait qu'en secondaire 4, une fille avait dit à une de ses amies qu'elle se masturbait, là, donc une confidence pas si... non, pas si scandaleuse. Osée, là. Et l'amie l'a dit à d'autres, puis finalement, cette fille-là a fini par se faire traiter de charrue puis de salope par les autres, au point où elle était maintenant, l'expérience d'aller à l'école était quelque chose de difficile. Wow, c'est quand même fou. C'est pas de même dans toutes les écoles, mais il y a ça qui a l'air à exister encore. Allez-y, Hélène. Et ouais, ben, si je peux me permettre, on a encore cette idée très, très présente qu'un gars qui accumule les conquêtes, un jeune homme, va être vu comme quelqu'un d'extrêmement séducteur, un étalon, etc. Alors qu'une fille qui fait ça, elle est vue d'une façon très, très négative et ça continue encore aujourd'hui. On l'a vu avec la vague de dénonciation. Hein. Celles qui dénoncent, elles se font stigmatiser aussi parce que l'idée d'associer féminité et sexualité, c'est encore problématique. Ouais. Et je me l'explique pas. Et d'ailleurs, Patrick Doucet et Jean-Marc, on va revenir à vous bientôt parce qu'on va parler plus de l'aspect pornographie qui occupe une partie du livre aussi de Patrick Doucet et qui occupe l'entièreté de votre livre. Mais bon, cette vague de dénonciation-là, pour un professeur de psychologie avec le métier que vous avez, comment vous avez perçu ça quand c'est sorti, tout ça, cet été? Ben moi, je sais bien qu'il y ait qu'on dénonce là finalement les agresseurs. Ce que je déplore, c'est que quand on parle de sexualité dans les médias, très très souvent, c'est pour parler d'agression. Et c'est comme s'il y avait pas d'autre chose finalement. On veut parler d'éducation sexuelle, mais l'éducation sexuelle, bon, ça concerne aussi le consentement, mais il n'y a pas que ça. Mais ça met en relief le besoin d'une éducation sexuelle, justement. Je trouve, ce qui s'est passé ces derniers mois. Sauf que, évidemment, pour parler de tout ça, il faut être capable aussi de parler de pornographie sans en faire non plus la promotion nécessairement, mais en même temps, c'est vraiment la partie que j'ai appréciée de votre livre et que je trouvais vraiment extrêmement pertinente parce que, et ça m'a fait le lien avec j'ai fait le lien avec le livre de Jean-Marc Beausoleil. Mais je vais commencer par vous en premier, Jean-Marc, parce qu'on vous a pas entendu beaucoup. Bon, vous avez écrit un livre, vous l'avouez au début, vous consommez de la porno, vous n'avez pas peur de le dire et vous aviez envie d'aller à la rencontre de ce monde-là qui est souvent un peu tabou, parce qu'on n'ose pas dire qu'on va sur des sites porno où on le faisait quand on était adolescent, on le fait plus aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a un gros malaise, puis vous avez un peu voulu casser ça et surtout casser la perception qu'on a de cette industrie-là. Oui, tout à fait. Moi, j'aimerais juste faire un petit commentaire sur ce qui a été dit avant. Oui. Premièrement, dans Snuff, l'écrivain Chuck Palahniuk, qui a écrit Fight Club, que bien des gens connaissent, affirme que le vibrateur a été inventé avant l'aspirateur et que donc la priorité était au vibrateur et que la masturbation féminine donc semble être une priorité pour quelqu'un quelque part et que c'est étonnant de voir que le stigmate qui s'associe avec le fait d'avoir plus d'un partenaire va aussi jusqu'à la masturbation. Je veux dire, à un moment donné, ça n'a pas de sens. Là. Il faut laisser les gens vivre. Et donc, je voulais juste dire ça comme ça en passant. Et oui, j'étais curieux d'aller à la rencontre des gens qui font de la pornographie au Québec parce que je me suis aperçu que plusieurs gens s'affichaient sur les réseaux sociaux comme des porn stars. Ils écrivaient ces mots-là, « Je suis une porn star » ou « Je suis caméraman » ou « J'ai fait des photos ». Et moi, c'est la première fois que je voyais ça au Québec. En fait, c'est la première fois que je voyais ça dans ma vie. Des gens qui s'affichent publiquement sur les réseaux sociaux, qui sont décomplexés et qui sont pas... C'est sûr que là, s'ils habitent à Los Angeles, puis, tu sais, c'est Rocco Siffredi, là, on le sait, là, il n'y a pas de problème. Mais des gens ici, je le savais pas. Et donc, j'ai pris contact avec eux à travers les réseaux sociaux. Au début, c'est comme ça que je les ai rencontrés. Et ça fait de boule de neige. Là, j'ai rencontré moi, je les appelle des performeurs et des performeuses parce que c'est ce qui est écrit dans les contrats en anglais. Ils sont écrits qu'ils sont des performers parce que en français, on a longtemps dit d'eux qu'ils étaient des cascadeurs, parce qu'on voulait pas leur donner le titre de comédien ou de comédienne sur les contrats. Et donc, les Anglais, eux, ont trouvé le mot performer. Donc, moi, je les appelle des performeurs et des performeuses. Donc, j'en ai rencontré. J'ai aussi rencontré des caméramans, des monteurs, des producteurs, des diffuseurs, sexologues. Donc, j'ai fait un peu, autant que possible, un tour d'horizon de cette industrie qui est très active dans la province du Québec. Moi, je le savais pas, mais ça a l'air c'est assez connu. MindGeek, qui est le propriétaire de Pornhub et qui est le premier
la première compagnie à avoir mis en ligne de la pornographie gratuite et accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui a révolutionné cette industrie de façon pas toujours positive, disent bien il faut le dire gens. aussi, puis on va en parler un peu plus tard aussi. Il y a des côtés sombres aussi, mais ce que votre livre, Jean-Marc Beausoleil, a réussi à faire, je pense, c'est un peu justement d'amener ce côté décomplexé. En tout cas, moi, c'est la première fois que je lisais un livre au Québec qui avait... Je trouvais que ça manquait. Oui. Parce qu'il y en a des livres écrits en France et aux États-Unis qui parlent, entre autres, de Pornhub et de MindGeek, et qui parlent de ça. Et c'est chez nous que ça se passe. Ouais. Et là, je me suis dit, bon sang, nous aussi, il faudrait peut-être qu'on en discute quand même. Ouais. Et là, Patrick Doucet, dans votre livre, vous allez plus loin parce qu'il y a vraiment la réflexion, en fait, la richesse de la réflexion sur le rôle social de la pornographie à plein de niveaux. Entre autres, puis moi, ça m'a vraiment interpellé parce qu'on est beaucoup dans un discours inclusif. Comment on fait pour inclure de plus de personnes possibles dans les médias, entre autres, avec des quotas de comédiens et de comédiennes. Est-ce qu'on est rendu là, tout ça? Et vous expliquez que la pornographie, avant la société même, a été un vecteur de changements sociaux parce qu'elle a montré une diversité, elle a montré des choses qu'on ne croyait même pas qui existaient. Oui, dans le cas des relations homosexuelles, par exemple, c'était le seul lieu, à un moment donné, où c'était présenté de façon légitime, où... Là, on parle du début. En fait, excusez-moi, juste pour bien situer, c'est que vous resituez ça dans l'apparition de la photographie, entre autres, et forcément, la pornographie est apparue pas longtemps après, et c'est là que la première fois, on a vu des personnes de même sexe avoir des ébats sexuels. En fait, c'est sur des photos, et ça a normalisé ces pratiques-là pour les gens qui étaient même pas sûrs d'être comme ça, et pour celles qui ont vu ces images-là aussi. Mais c'était ça jusqu'à même c'était pas juste les photos, c'était les films aussi parce que l'homosexualité était illégale jusqu'en 69 au Canada, était une maladie mentale jusqu'en 73 et elle est toujours péchée aujourd'hui pour les chrétiens, les musulmans et compagnie. Jean-Marc, vous vouliez rajouter quelque chose, Jean-Marc Beausoleil? Oui, je veux dire, le mot lesbienne, justement, apparaît au 19e siècle et Les Fleurs du Mal de Baudelaire, le titre original, c'était Les Lesbiennes. Ah oui? Et donc, cette réalité qui apparaît dans le monde, peut-on dire, parallèle ou clandestin ou marginalisé de la pornographie, touche tout de suite la grande culture quand même, puisque Baudelaire a voulu appeler son livre Les Lesbiennes. Oui, quand même, c'est incroyable ça. J'ignorais totalement cette chose-là. Patrick Doucet, bon, aujourd'hui, là, on parle de... Mais c'est pas, en fait, c'est pas que ça ne fait pas que normaliser, si on veut, les relations homosexuelles, c'est que ça va normaliser, ça montre aussi... le plaisir des relations sexuelles aussi, c'est les personnes trans, chez les personnes grasses, chez les personnes âgées. Handicapées. Handicapées aussi. Donc, il y a tout, ça permet d'ouvrir les esprits et reconnaître la sexualité légitime de personnes qu'on associe moins à la sexualité. Oui, tout à fait. Mais en fait, l'aspect tabou, j'ai l'impression, de la pornographie, entre autres, c'est ce côté libérateur. C'est-à-dire que la porno permet à toutes sortes de gens, peut-être plus exclus d'une pratique normative, de se retrouver, de se voir, de se libérer d'un stigmate social. Et ça, c'est très tabou, en fait, de considérer que la porno peut avoir un effet bénéfique. Pour toutes sortes de gens. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, j'en viens à parler du côté un peu plus sombre peut-être, ou en fait d'un certain discours, et ça, Patrick Doucet, vous l'abordez dans votre livre, et vous essayez en fait d'aller un peu à contre-courant de ça, d'un certain discours féministe, parce qu'il faut quand même le dire, la pornographie, entre autres, c'est des débats qui sont vraiment polarisants au sein même du féminisme, parce qu'il y a plein de courants de pensée différents, mais vous voulez un peu déconstruire un certain discours moraliste ou moral, en fait, autour de la pornographie. Et je trouve que vous y réussissez très, très bien. Mais vous donnez certains exemples, entre autres. Là, je ne me rappelle plus. Je l'ai noté ici. Robin Morgan, qui est journaliste et essayiste, qui, lui, dit que la pornographie, c'est la théorie et le viol, la pratique. Donc, la pornographie nourrirait, en fait, cette culture du viol. Ça fait partie des phrases célèbres, là, et ça date du début des mouvements anti-porno, mais en fait, il faut peut-être préciser qu'il y a le féminisme par rapport à ça, ça veut rien dire d'une certaine façon, parce qu'il y a les féministes radicales qui sont anti-porno et anti-travail du sexe, disons en général, puis il y a les féministes qu'on pourrait dire
libertaires, je ne sais pas en termes de pourcentage, ça représente qui, mais qui seront pour la porno et pour le travail du sexe. Donc, on peut être féministe. Ah oui, non, c'est ça que je disais, oui, c'est ça. Façon, oui. Reste que je trouve que quand même, c'est souvent le discours moralisateur ou qui, je sais pas, Hélène, si... Ben oui, c'est sûr que ça m'a chatouillé, évidemment. Ouais. C'est la partie du livre où j'étais très, très attentive. D'abord parce que une des premières choses que vous dites et qui m'a vraiment un peu jetée en bas de ma chaise parce que je n'y avais jamais pensé, c'est que les plus opposés à la pornographie, ce sont les féministes que vous appelez radicales et les groupes chrétiens. Oui. Ce qui fait quand même une drôle d'association. Les extrêmes se touchent. Mais bon, exactement. c'est le cas de dire. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup dans votre théorie, c'est cette distinction. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est que pourquoi pas et pourquoi le corps féminin autant que masculin ne pourrait pas être un objet sexuel. Tant qu'on reste un sujet sexuel de toute façon, puisqu'on pense, on parle, on consent, ce qui est bien, bien important là-dedans. Et ce qui me semble peut-être le point à appuyer de façon assez... faut même le marteler, hein, c'est qu'on reste un sujet sexuel tant que la question du consentement reste bien présente. Ben oui. Mais pourquoi ne pas assumer qu'on peut aussi être un objet sexuel, qu'il y a du plaisir à trouver là-dedans. Et ce que j'aime beaucoup dans votre façon de présenter tout ça, c'est que vous en revenez un peu au gros bon sens. C'est-à-dire, dans le fond, c'est un peu comme le vin. À partir du moment où on boit un verre de vin tous les soirs, on peut avoir du plaisir, on est bien, ça libère, ça a toutes sortes d'effets. Si on commence à se taper une bouteille dès le réveil, là, il y a déjà plus de problèmes. Ouais. Mais c'est un peu le même rapport avec la porno, c'est-à-dire c'est dans l'abus que forcément il peut y avoir des dérives, des problèmes, des enjeux qui se répercutent jusque dans les comportements humains. Ouais. Mais c'est pas la porno elle-même qui est responsable de la culture du viol. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est quand même, en fait, c'est votre... Vous, c'est votre opinion, en fait, et je pense que vous l'étayez quand même assez bien, entre autres, avec des études, parce que vous... Je dirais pas que c'est mon opinion, en fait, et c'est même pas mes théories, je n'ai pas d'autres prétentions, moi, que de bien vulgariser ce qui s'écrit sur ces sujets-là. Ben, en fait, oui, sauf que reste que je pense que ça reflète quand même votre je veux dire, votre livre n'est pas une science exacte aussi par rapport à ça, parce qu'il y aurait des gens qui pourraient dire complètement l'inverse et qu'au contraire, j'ai des études qui démontrent que la pornographie est néfaste pour l'image que les femmes se font d'elles-mêmes, pour le sentiment de devoir performer que les jeunes hommes, en fait, éprouvent. Moi, pour avoir parlé à des filles de ça, des filles dans la trentaine, quarantaine, mais beaucoup trentaine, parce que c'est cette génération-là, entre autres, la première qui a été beaucoup bombardée d'images pornographiques. Il y a beaucoup de filles qui me disent, je dis pas que tous les gars que j'ai rencontrés sont là-dedans, mais j'ai remarqué quand même qu'on est beaucoup dans la performance, plus qu'avant, en fait, chez certaines personnes. Et là, il faut voir, en fait, et vous le traitez dans votre livre, Patrick Doucet, la proportion de gens qui deviennent accros et que ça devient problématique, la consommation de pornographie, mais ça reste quand même une minorité de gens. Oui, ben les chiffres vont varier, là, mais c'est toujours moins de 10%. Et c'est quand même... Et quand j'entends dans les médias, Radio-Canada, entre autres, parler de pornographie, ce sera souvent pour souligner les dérives et les dépendances et tout ça. Et dans le fond, c'est à peu près le même pourcentage de problèmes de dépendance à la pornographie qu'on retrouve pour la dépendance à l'alcool. Ouais. Par contre, on parle somme toute assez rarement des problèmes d'alcool, mais il y a beaucoup plus d'émissions sur les nouvelles bières, ça, c'est les nouvelles sortes de vins. Et là, on a un discours, disons, on pourrait dire, beaucoup plus équilibré sur le sujet. Oui. Par rapport à la porno, on parle jamais des bienfaits de la porno, mais essentiellement des méfaits que ça amène. Je me pose une question. Est-ce que, dans le fond, c'est pas parce que tout ça, ça relève d'abord et avant tout de l'intime, du privé? C'est pour ça qu'on n'en parle pas, non? C'est ce qui crée une barrière. Oui, Jean-Marc, allez-y. Oui. Et ce qu'on dit, là, c'est que non seulement la pornographie, ça relève de l'intime et donc, pour bien des gens, ça les met mal à l'aise, mais la pornographie, elle est anarchiste dans sa nature. Parce qu'elle remet en question l'idée que nous devons tous faire partie d'un noyau familial. Hein. Surtout là, on est tous dans notre bulle. Et donc, la pornographie
c'est très clair, ouvre cette idée qu'il peut y avoir plusieurs partenaires, qu'il peut y avoir des relations sexuelles qui ne mènent pas automatiquement au mariage, à la procréation et à la production de nouveaux employés. Hein? C'est ça, là. Je veux dire, c'est clair que les banlieues ont été construites pour qu'on aille travailler à l'usine, puis qu'on revienne à la maison après, puis tout ça. C'est penser ces choses-là. Alors que la pornographie nous dit, certains individus se moquent complètement de ces règles-là, s'envoient en l'air, accumulent, en tout cas, elle donne cette illusion, hein, accumule les orgasmes et les expériences, et c'est pas grave. Certains d'entre eux s'en tirent très bien. Et donc, c'est une invitation un peu à la délinquance, la pornographie. Et alors que le vin, hein, on peut en vendre, c'est le gouvernement qui fait plein d'argent, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, il y a ce côté-là aussi de la pornographie. Elle est sauvage, la pornographie. Elle ne se contrôle pas. Au début, au 18e siècle, quand Rétif de la Bretonne invente le mot pornographe, on voit apparaître des libelles contre Marie-Antoinette, la reine de France. Et on dit, Marie-Antoinette a un comportement sexuel absolument incroyable. Et là, on décrit ce qu'elle pense qu'elle fait. Et c'est là les premiers textes où on décrit vraiment graphiquement des rapports sexuels qui vont finir par nous donner le Marquis de Sade. Dans cette veine-là, mais ces textes-là, avant d'avoir comme objectif de provoquer l'excitation sexuelle, ils avaient comme objectif de descendre l'autorité et de ramener, comme disait Montaigne, sur le plus haut des trônes, on est seulement assis sur son cul. Eh bien, c'est de ramener la royauté à un niveau d'un peu plus proche du peuple. Hein? Et donc, la pornographie, elle entraîne un certain désordre, une certaine anarchie, et c'est ça qui fait peur aux gens aussi, je pense. Oui, tout à fait. Patrick Doucet, dans votre livre, vous parlez, on a un peu touché le sujet tantôt, de la détresse des gens qui sont dépendants, mais souvent on a un discours misérabiliste aussi beaucoup envers les actrices, entre autres, porno, qu'on dit que la plupart ont subi des agressions jeunes, elles-mêmes, donc elles reproduisent ce comportement-là, en fait. Pas qu'elles reproduisent ce comportement-là, mais c'est ça qui les a amenés à faire de la pornographie, que ce sont des filles, dans le fond, qui auraient voulu faire d'autres choses, mais qui n'ont pas les outils pour faire autre chose. Et vous déconstruisez un peu cette perception-là qu'on a des actrices porno, entre autres en donnant la voix, en tout cas en présentant des profils comme Candida Royal, qui était une porn star, en fait, du début des années 80, entre autres. Laurie Erickson, également, qui est une femme qui souffre d'handicap et qui fait de la porno. Et Sandra Anne, une femme de 75 ans. Oui, bon, c'est ça. Ce sont des... j'aime bien donner des citations d'individus en particulier pour incarner tout ça, mais... j'ai pas vu beaucoup d'études à ce sujet-là, mais il y en a au moins une où il comparait 177 actrices porno et 177 femmes qui travaillaient pas dans le milieu. Et finalement, il y avait un pourcentage similaire d'agressions sexuelles. Vécues. C'est ça. Et il y avait pas plus de troubles de santé mentale, d'addictions diverses. Et une satisfaction générale comparable. Donc, c'est sûr que des gens du milieu vont avoir des... Oui, et ça nous ramène... vont souffrir de toutes sortes de façons, pour toutes sortes de raisons. Ouais. Jean-Marc Beausoleil, vous êtes allé à la rencontre de d'un échantillon. Il faut faire attention aussi parce qu'il y a c'est ça, il y a un réel côté sombre, entre autres. Il faut quand même le dire. August Ames, là, qu'on pense, il y a des tragédies dans la pornographie, c'est clair. Hein? August Ames, la jeune Canadienne qui, après avoir beaucoup tourné pendant 3 ans, s'enlève la vie. Une fille de 18 ans qui était monitrice dans des camps de jour, qui je veux dire, c'est le cauchemar de tout parent. Là, ça, moi, ça me touche beaucoup. Tout à fait. Mais il faut aussi se rappeler, moi, une porte-parole de Stella m'avait dit « J'ai déjà travaillé dans un Walmart et le travail du sexe est beaucoup moins aliénant et beaucoup plus payant que de travailler dans un Walmart. » Et ça nous rappelle que peut-être que, en effet, certaines personnes sont entraînées dans l'industrie de la pornographie et qu'elles vivent des mauvaises expériences. Mais combien d'entre nous sont entraînés sur le marché du travail et vivons aussi des mauvaises expériences? Et donc, ce lien entre le fait qu'il faut vendre une partie de soi-même pour gagner sa vie, hein, qui qu'on soit, et là, le fait qu'on utilise son intimité, qu'on met en scène son intimité pour vendre de l'argent, ça brouille encore les cartes entre ce qui est bien ou pas bien, ce qui est acceptable ou pas acceptable, et là, ça soulève encore des questions et des malaises.
Et donc, c'est vrai qu'il y a des côtés très obscurs à la pornographie, mais je reviens là-dessus. Un de ses mérites, c'est de nous forcer à réfléchir, parce que ça remet en question des idées que l'on croyait reçues. Hein. Ça nous force à penser, par exemple, au couple, au travail ou des choses comme ça. Oui, tout à fait. Patrick Doucet, la section sur la pornographie, entre autres, vous amenez des études qui, moi, m'ont vraiment fait réfléchir aux perceptions qu'on a, entre autres, sur la représentation des rôles. Vous donnez l'exemple de 3 études, celle du professeur Xing Sun, qui a analysé, en fait, des centaines de scènes de pornographie, si c'est pas des milliers même, je me rappelle pas en fait le nombre exact, mais elle a remarqué que 90% des scènes effectivement contenaient de la violence, c'est-à-dire fesser, emploi de langage ordurier et tirer les cheveux, mais vous rajoutez par la suite, puis c'est ça qui je trouve qui est la force de votre livre, c'est la perspective que vous ajoutez, vous dites, oui, mais ça, c'est dans le langage de cette chercheur-là, parce que pour bien des gens, une fessée, emploi de langage ordurier et tirer les cheveux, c'est un vendredi soir à la maison, dans des ébats sexuels que plein de gens désirent, en fait, ces comportements-là. Puis on aurait tendance à tout le temps les juger. Ben oui, puis si on regarde, à un moment donné, je cite une étude de Christian Joyal, un chercheur québécois qui date il n'y a pas longtemps, et si on compare les fantasmes des hommes et des femmes, là, c'est... Là, les gens ont pas... En général, là, les gens ne fantasment pas sur la position du missionnaire. Là. Il y a beaucoup plus de fantasmes qu'on veut bien le dire, y compris chez les femmes. Oui. Et des choses qu'on n'a pas envie de dire, comme des fantasmes de soumission, par exemple. Oui, c'est ça. Donc, ça existe. Oui. En fait, ça fait partie de l'imaginaire sexuel de l'être humain. Ben, pas de l'être humain, peut-être, j'irais pas jusque-là dans la mesure où c'est pas tout le monde qui ont ces fantasmes-là, mais beaucoup en ont. Oui. Et dans la mesure où ils ne nuisent pas d'aucune façon, il n'y a pas de mal. Non, tout à fait. Donc, et en fait, ce que je dis, entre autres, qu'on dit pas souvent, c'est que la pornographie, dans le fond, représente assez bien les fantasmes des hommes et des femmes. Oui. Oui, et je reviens encore à cette idée que la pornographie brouille les limites, parce que Roland Barthes dit qu'un fantasme, c'est un scénario où les poses du corps sont infinies. Donc, un fantasme, c'est un scénario où les poses du corps sont infinies, où il y en essaie tout le temps une nouvelle truc, une nouvelle chose. Et ça, les sites Internet de pornographie représentent bien ça. Maintenant, avec leur liste de possibilités, grandes, petites, grosses, minces, ainsi de suite. Tout à fait. Et une fois qu'on est confronté à cet infini de l'imaginaire, eh bien là, on regarde notre réel et on se dit, est-ce que notre réel est triste par rapport à l'infini de l'imaginaire? Est-ce que notre réel est satisfaisant? Ou en tout cas, ça amène toujours une remise en question. Ouais. Et on parle... allez-y, pardon, mais pour rebondir sur cette idée de fantasme qui serait ou non genré, il me semble qu'il y a quelques années, c'était la mode aussi de fabriquer de la porno pour femmes. Oui. Puis Lars von Trier, entre autres, a parti un studio uniquement réservé à de la fabrication de porno pour femmes, et ça n'a pas fonctionné. Parce que non, on le retrouve pas nécessairement aussi facilement que la porno, disons, généraliste. Ah ouais, mais ça, oui, mais là, c'est un problème d'algorithme probablement. Non, ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas perduré, ça ne s'est pas imposé comme, par exemple, d'autres sources de diffusion de porno, où finalement, on se rend compte que oui, les fantasmes sont peut-être similaires et que donc, on n'a peut-être pas besoin de genrer la distinction entre les fantasmes. Mais ça, Patrick Doucet, par contre, vous en parlez dans votre livre, il y a quand même une alternative à ce qu'on peut trouver sur des sites comme Pornhub, je dirais la pornographie peut-être grand public, là, si on peut dire ça, où c'est des femmes, la plupart du temps c'est des femmes qui sont réalisatrices, qui sont productrices et qui veulent offrir une sexualité un peu différente, entre autres plus positive, parce que c'est vrai que, et vous le retracez en fait vous le dites vous le faites dire par une autre étude des chercheurs Marlene Klassen et Joshen Peter qui a été faite en 2014 sur 400 vidéos les plus populaires, et c'est vrai que reste que les rôles, c'est souvent l'homme est dominant, la femme est soumise, mais, et cette étude-là le disait, les rapports non consensuels, ils sont rares quand même. Et là, on parle d'une étude sur 400 vidéos les plus populaires destinées au public hétérosexuel. C'est quand même intéressant, ça contredit un peu l'idée que la pornographie nourrit la culture du viol. Vous venez de dire que les hommes ont un peu plus de fantasmes de domination, les femmes un peu plus de fantasmes de soumission, mais
y en a beaucoup qui ont des fantasmes des deux genres là, aussi. Là, donc, non, mais je parlais de l'étude de Klassen et Peter démontre que oui, peut-être que dans tout cas les films hétéros, les hommes sont souvent dans une position dominante et les femmes sont soumises, mais les rapports non consensuels, ils sont rares. C'est rarement des rapports non consensuels qu'on voit dans ces vidéos-là. Fait que ça contredit quand même l'idée que la pornographie est un vecteur de la culture du viol. Oui, et aussi que finalement on observe dans les sociétés occidentales une diminution des agressions de toutes sortes des hommes envers les femmes depuis les années 70. Donc, il y a beaucoup plus de porno maintenant et moins d'agressions. Ouais, ça par contre, je sais pas, Hélène, j'aimerais ça vous entendre là-dessus, parce que moi, ça m'a interpellé en fait, cette relation-là qu'on fait. Je me suis demandé, est-ce que c'est parce que avant on en parlait moins des agressions, qu'on dit qu'il y en avait plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est peut-être plus vigilant à ça. Quand il y en a une agression, on le dit, c'est tout. Dans des cas positifs, disons, c'est pris en charge, on s'en occupe. Je comprends, mais justement, c'est une étude, dans les années 70, si on en parlait moins, mais il y avait quand même plus de plaintes pour agression qu'aujourd'hui. Dans ces années-là, qu'aujourd'hui. Non, mais c'est... Je peux me permettre, là. Oui, Jean-Marc Boussalet, allez-y, on veut vous entendre là-dessus. Ouais. Mélodie Nelson, dans la préface de mon livre, parce que là, c'est vraiment, je trouvais que c'est pertinent. Mélodie Nelson écrit ça. Et pourtant, depuis la démocratisation de la pornographie sur le web, les statistiques montrent que les agressions sexuelles sont à la baisse. Le département de la justice des États-Unis établit qu'il y a 44% moins d'agressions sexuelles depuis 1995, ce qui correspond à la période où l'accès à du matériel pornographique s'est répandu. Ouais. Donc, c'est sûr que là, on peut se chicaner à coup de statistiques, mais il y a des gens qui croient ça. Oui, mais attends, et aussi, je pense qu'il faut quand même faire une distinction. Qu'est-ce qu'on entend par une agression sexuelle? Parce que sincèrement, avec ce qui s'est passé cet été, entre autres, et on sait qu'il y a eu des dénonciations, c'était un nom sur une liste avec aucun contexte, mais on a quand même l'impression que les agressions sexuelles ne sont pas en baisse. Et là, il faut voir Mélodie Nelson, entre autres, et les études que vous démontrez dans votre livre, qu'est-ce qu'on entend par une agression sexuelle? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que le concept s'est élargi beaucoup à qu'est-ce que c'est une agression sexuelle. Oui, en effet, oui. Bon, là, je vais terminer avec ça. Reste que votre livre, Patrick Doucet, Jean-Marc Beausoleil, c'est peut-être moins le cas parce que vous faites pas un plaidoyer pour l'éducation sexuelle. En tout cas, l'amélioration du cours d'éducation sexuelle, bien que le fait de publier un livre sur la pornographie, il y a une forme d'éducation sexuelle, en fait, collective à ça. Moi, je veux juste dire vite. Oui. Je trouve que c'est super bien ce qui fait mon confrère. Et oui, la psychologie à l'école, oui, mais la pornographie, c'est super le fun, mais il y a d'autres modèles amoureux et c'est important de le dire. Et ça, c'est la littérature et la littérature de langue française, que de la carte du tendre et de Madame de Sévigné aux romantiques du 19e siècle, à Philippe Solers et Julia Kristeva aujourd'hui, déborde de modèles amoureux extrêmement sains. Donc, entre deux films porno, peut-être lire un livre. Oui, c'est une bonne observation. Parce qu'effectivement, oui, le but de ce segment-là, c'était pas de dire aux gens arrêtez de lire puis aller sur Pornhub. Non, je pense pas ça. Mais... Cela dit, Patrick Doucet, vous avez raison. Il y a quand même une grande lacune dans l'éducation sexuelle. Puis là, elle est laissée un peu entre les mains de professeurs qui sont pas des spécialistes, entre autres au secondaire, et que c'est vraiment très mécanique, en fait, ce qu'on veut, ce qu'on y enseigne et qu'on devrait élargir et qu'on devrait continuer d'avoir cette formation-là au collégial, entre autres. Au collégial, c'est déjà un petit peu là pour ceux qui peuvent choisir un cours semblable. Oui. Mais là, c'est en train de changer au secondaire, mais qui donne les cours? C'est clair que beaucoup d'adultes ne sont pas à l'aise avec un sujet pareil. Oui. On devrait engager des sexologues. Ceux qui couvrent, sexologues ou psychologues ou des gens qui ont une formation quelconque. Là, il me semble. Mais bon, c'est des sujets qui restent... c'est comme si c'était, par définition, un peu plus vulgaire que d'autres choses. Là, et
Donc, c'est pas si important. Tout à fait. Bon, ben, messieurs, merci de vous être prêtés à ce jeu. C'était pas évident avec l'aspect en ligne. On a quand même réussi, je pense, en fait, moi, j'espère qu'on a donné le goût aux gens de lire ces 2 livres. Donc, C'est tabou tenace, la masturbation, la pornographie et l'éducation de Patrick Doucet et Pornodyssée, une saison dans l'industrie pornographique québécoise avec Jean-Marc Beausoleil. On va mettre évidemment les liens sur la page Facebook de la balado cette semaine pour que les gens puissent aller chercher ces livres-là. Et j'espère que ça va nourrir, en fait, cette réflexion-là sur notre rapport à la sexualité, à la pornographie et que ça va aussi nourrir les autorités à offrir enfin une formation parce que c'est vrai que c'est difficile avec nos enfants, en fait, d'en parler. Moi, je le fais, mais il reste que si on est les seuls et qu'après ça, les enfants sortent de la maison et on n'en parle plus du tout et qu'il y a une stigmate morale, ben, je pense qu'on est perdant. On est tous perdants à ce niveau-là. Et Hélène Faradji, merci. Vous avez lu le livre à la dernière minute parce que je vous ai envoyé ça en début de semaine. Vous avez réussi à le lire. Oui, mais c'est bien la preuve qu'on peut le lire avec grand plaisir en très peu de temps. Voilà. Merci vraiment et merci de vous être prêtés au jeu. Puis j'espère que les gens vont lire vos livres. Merci à vous. Alors, voilà ce qui conclut ce 2e épisode de la balado de Fred Savard. Merci à nos invités. Jean-Marc Beausoleil, auteur de Pornodyssée, une saison dans l'industrie pornographique québécoise. C'est publié chez Somme Toute. On va mettre les références cette semaine sur la page Facebook de la balado. Merci à Patrick Doucet également. C'est Tabou tenace, la masturbation, la pornographie et l'éducation. C'est publié chez Québec Amérique. Merci à Hélène Faradji et Godefroy Lorando. Évidemment, merci Victor. Merci évidemment à tous ceux qui travaille sur ce projet-là, Andréane Obansawin, Larry Dufresne qui me donne un grand coup de main à la co-réalisation de cette balado. Je remercie tous ceux qui nous écrivent vraiment, qui nourrissent cette balado, qui nous orientent pour des épisodes aussi futurs, entre autres, qui permettent de dire « Hey, on va parler de ça, regardez, cette personne nous a envoyé cette étude, tout ça. » Alors, merci beaucoup. Vous pouvez continuer à nous écrire au baladofredsavard@gmail.com ou sur la page Facebook de la balado également. Et je termine avec un petit mot sur Eddie Van Halen. Ça va peut-être vous surprendre. Ou pas. Mais moi, au secondaire, j'étais méga fan de Van Halen. En fait, j'étais un fan d'Eddie Van Halen parce que je n'étais pas fan de David Lee Roth. Je le trouvais un petit peu jambon. Mais j'adorais le jeu de guitare d'Eddie Van Halen que j'ai découvert, je pense, avec la chanson Jump. Et en fait, non, j'ai découvert dans la chanson Beat It qui fait un solo. Il est comme guitariste invité sur l'album de Michael Jackson. Et j'avais découvert Eddie Van Halen comme ça. Et j'ai finalement, quelques années plus tard, travaillé un été complet comme plongeur. Je me suis acheté une guitare et je me suis rendu compte que j'étais très limité, contrairement à Eddie. Mais c'est vraiment lui qui m'a un petit peu inspiré pour commencer à jouer de la guitare. Il m'a fait découvrir les Kings aussi parce que les Van Halen, c'était des grands fans des Kings, entre autres You Really Got Me, qui est le premier grand succès de Van Halen. C'est une reprise des Kings. Puis ils ont refait quelques autres chansons. Ils ont repris quelques autres chansons des Kings. Et j'ai envie de vous offrir, en terminant, une petite performance. Et en fait, c'est un solo. On entend souvent Eruption, qui est le gros solo d'Eddie Van Halen, qu'on retrouve sur le premier album. Mais on entend peut-être moins la pièce Cathédrale, qui, elle, se trouvait sur l'album Diver Down, sorti en 82, qui est un mauvais album, qui est un petit peu passé sous le radar. Plein de reprises, un peu botché. Il y avait des tensions dans le groupe aussi, parce que Eddie Van Halen était guitariste, oui, mais avait un grand intérêt pour les claviers, entre autres. Et c'est pour ça que dans Jump, ça va apparaître en 84, Jump 2 ans plus tard, mais déjà en 82, lui, il voulait que le groupe explore un peu plus, expérimente avec les claviers, puis David Lee Roth, il voulait rien savoir. Lui, il voulait que Van Halen continue à faire du gros rock. Alors, ça donnait un album de reprise, entre autres, parce que les tensions ont empêché un peu d'ouvrir l'aspect créatif. Mais sur cet album-là, il y a, entre autres, une espèce de une pièce qui n'est pas très longue qui s'appelle Cathedral, et je trouve que c'est une façon de souligner, en fait, le décès d'Eddie Van Halen cette semaine. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine.